Bienvenue à tous dans ce numéro de votre émission Zone Franche. S'il y a un sujet qui fâche actuellement au Bénin, c'est bien les profondes réformes que le gouvernement s'est engagé à opérer dans le secteur de l'enseignement supérieur privé. Le 22 février, le Conseil des ministres a adopté un décret portant organisation des examens nationaux dans les établissements privés d'enseignement supérieur non homologués par l'État. Cette mesure fait l'objet de controverses. Les associations fêtières des établissements privés d'enseignement supérieur disent ne pas se retrouver dans cette réforme. Elles défendent leur position et affirment que logiquement et matériellement, il n'est pas possible d'aller à ces examens. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'explique. Les promoteurs d'établissements rétorquent. Les étudiants, eux, vivent un dilemme total. Les parents d'élèves et les parents d'étudiants s'interrogent sur la conformité ou non de cette décision du gouvernement. Et depuis un moment, on se retrouve dans un imbroglio. Chacun s'explique sur Zone Franche. Nous recevons Dr Alain Kapochichi. Alain Kapochichi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître assistant des universités du CAMES en génie informatique. Vous êtes expert auprès du CAMES, de l'UEMOA et de l'UNESCO, président de l'Association des établissements privés d'enseignement supérieur ADEPES et vice-président du réseau international des établissements privés d'enseignement supérieur de l'espace CAMES. On rappelle aussi que Dr Alain Kapochichi est président de l'Institut CERCO et vous dites non à cette mesure du gouvernement qui, selon vous, va en violation des tests qui régissent le système LMD. Sur ce plateau, pour conduire avec moi cette émission, je suis avec mon collègue Landry Salanon. Landry, bonsoir. Bonsoir Christian Naredjian, Dr Alain Kapochichi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. J'ai en main ici un ouvrage, référentiel des systèmes d'information des universités de l'espace CAMES. C'est vrai que pour beaucoup de vos compatriotes, beaucoup de nos concitoyens, on vous connaît en tant que président de l'Institut CERCO, mais c'est dit que vous êtes aussi expert auprès du CAMES, Alain Kapochichi. Oui, merci. Vous savez, effectivement, j'ai eu la chance en fait de faire une thèse donc, sur la gouvernance universitaire. Et j'ai eu l'occasion donc de travailler avec une grande référence en France, donc qui a été directeur de l'enseignement supérieur et directeur adjoint de la prospective. Mon directeur de thèse donc m'a beaucoup accompagné et après effectivement donc j'ai voulu accompagner le système d'enseignement supérieur en Afrique. Donc j'ai fait des expertises en Côte d'Ivoire, au Bénin aussi. Et après un appel d'offres international, j'ai travaillé avec le CAMES sur différents sujets. Notamment le référentiel par exemple des systèmes d'information dont vous avez parlé, l'état des lieux sur les systèmes d'information au niveau des universités de l'espace CAMES, l'état des lieux aussi des formations ouvertes à distance. Mais le sujet qu'on va évoquer aujourd'hui, sur ce sujet-là, j'ai travaillé sur le LMD, notamment le référentiel d'accréditation des formations ouvertes à distance. Donc quand on parle de formation, on parle de LMD, on parle aussi d'assurance qualité et on parle aussi de l'innovation. Donc, je crois que ces différents travaux me donnent une vue assez équilibrée aussi sur les différents acquis, les bonnes pratiques au niveau de nos différents pays. Je voudrais préciser aussi que j'ai travaillé avec l'UEMOA dans le cadre donc, du programme d'appui à l'enseignement supérieur. Vous savez, l'UEMOA veut mettre en place un nouveau programme pour les 10 prochaines années et l'UEMOA est accompagné par la Banque africaine de développement. Et dans ce cadre-là, nous sommes 2 experts à avoir travaillé pour élaborer ce document important qui est financé par la Banque africaine de développement et qui a concerné l'ensemble des 8 pays de l'espace UEMOA. J'ai travaillé aussi avec l'UNESCO pour élaborer donc, aujourd'hui on parle des faux diplômes, on parle de la mobilité internationale, on parle aussi des remontées d'informations, comment faire pour que le système soit sécurisé. Et donc, il y a un référentiel qui a été adopté qui a été financé par l'UNESCO et qui aujourd'hui est adopté par le Conseil des ministres de l'enseignement supérieur de l'espace CAMES. Donc c'est à ce titre-là que je me plais. Vous savez, on ne peut pas rester dans la réserve tout le temps. À un moment donné, quand en tant que citoyen, vous êtes interpellé, vous devez éclairer. Donc j'ai commencé à travailler avec le ministère pour expliquer, donner des avis
Et j'ai vu que bon, ça fonçait. Oui. Et il est de mon devoir d'éclairer l'opinion. Donc c'est pourquoi je me prononce aujourd'hui. D'accord. Et Christian disait, ce qui divise aujourd'hui, en tout cas les établissements privés d'enseignement supérieur et le ministère, c'est l'organisation de ces examens nationaux au profit des étudiants en année de licence et de master. Vous, votre position, vous êtes contre? Est-ce qu'on peut la connaître avant que vous puissiez quand même nous détailler un peu les raisons, Alain Capochechi? Non, il ne s'agit pas d'être pour ou contre. Okay? Nous ne sommes pas dans une bataille. C'est le même pays. Mais visiblement, le bras de fer est engagé. Non, il n'y a pas de bras de fer. Il y a plutôt, en fait, en tant qu'intellectuel, nous devons pouvoir discuter. C'est parce que on n'a pas créé les conditions pour que les différentes structures se parlent. Le ministère devrait, à mon sens, inviter les différents acteurs pour qu'on puisse communiquer. Parce que sans communication, chacun parle de son côté. Alors que ce dont nous parlons ici, il s'agit de tests, il s'agit de référentiels, il s'agit de normes. Et nous aussi, on a besoin de comprendre aussi les logiques du gouvernement. Mais l'ambition est que nous arrivons à trouver un consensus. Et c'est ce à quoi nous devons pouvoir tendre. Parce qu'il s'agit de l'avenir de la jeunesse béninoise. Alors, quand on parle d'enseignement supérieur, puisque vous avez évoqué la question, vous savez, il n'y a pas deux systèmes, il n'y a pas deux enseignements supérieurs. Tout à l'heure, dans la présentation, vous parlez d'enseignement supérieur privé. Non, il n'y a pas d'enseignement supérieur privé. Il y a d'enseignement supérieur, mais délivré par des établissements publics et privés. Donc, quand vous allez à Calavi, vous allez, je ne sais pas, à l'université de Montréal et autres et tout, c'est le même enseignement supérieur qui est donné, mais pas différent secteur, donc le secteur privé, le secteur public. Ici, c'est juste l'investissement qui est privé. Mais la formation qui est donnée, l'enseignement qui est donné, doit suivre en fait des normes. Et c'est dans ce contexte-là en fait que nous disons que les règles doivent être vraiment des règles qui sont applicables pour l'ensemble des acteurs. Quand on parle également du LMD, il ne peut pas avoir licence, master, doctorat. Il n'y a pas deux formes de LMD. C'est un système qui a été adopté et qui aujourd'hui doit être exécuté de la même manière aussi bien dans le public que dans le privé, parce que ça permet la mobilité internationale, la mobilité à l'intérieur du pays au niveau des deux sous-secteurs. Ensuite, on a parlé de licence parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. La licence en fait a été adoptée au Bénin à travers des arrêtés, et donc ce que nous disons c'est que tout ça est encadré par des tests. D'abord, vous avez la directive de l'UEMOA, qui est une directive qui a été prise en 2007, qui a donné jusqu'en 2009 au pays donc, pour pouvoir instaurer ce système. Parce que quand vous parlez donc, de formation, on peut venir chez vous se faire former, vous pouvez aller chez les autres se faire former. Et donc, il est important que les autres, par la confiance mutuelle, vous acceptent. Et donc, l'UEMOA a pris une directive dans laquelle en fait les États s'engagent en fait à instaurer et à respecter les normes internationales. Et après cela en fait en 2010, donc le Bénin a pris quand même un léger retard. Le Bénin a adopté, en tout cas le président de la République a pris un décret en 2010. Le décret a été pris le 11 juin 2010 qui a instauré le système de licence, master, doctorat au Bénin. Et à la suite de ça, il y a eu un arrêté qui a été pris également, qui est l'arrêté 2012. C'est en 2012 que ça a été pris. Et cet arrêté-là a décliné les différentes façons dont on doit mettre en œuvre le LMD. Voilà. La mise en œuvre du LMD au Bénin, disons, cela date de plusieurs années déjà, puisque vous l'avez rappelé tout à l'heure, le décret pris par le président de la République, c'était en 2010, mais il y a eu du chemin parcouru. De 2010 à aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire que la formation, licence, master, doctorat, est donnée suivant les réelles directives de l'UEMOA? Absolument. Vous savez, quand on parle de LMD, c'est pas si complexe. C'est pourquoi, en tant qu'expert, quand j'étais allé dans les différents pays et puis les gens ont pris 200, 300 millions pour prendre 2 ans pour mettre en œuvre le LMD, j'ai rigolé un peu. Parce que le LMD a des fondements. Premier fondement, on dit que c'est un système à 3 niveaux. Licence, master, doctorat. Licence, ça équivaut à 180 crédits, bac plus 3. Master, 300 crédits, bac plus 5. Et doctorat, quand ils ont 480 crédits, donc qui équivaut à bac plus 8. Et vous avez également la semestrialisation. C'est-à-dire que désormais, au lieu d'attendre la fin de l'année pour passer en classe supérieure ou et tout, le système a été découpé en semestres. Et chaque semestre équivaut à 30 crédits.
chaque crédit, en réalité, équivaut à un ensemble de travaux, aussi bien les cours magistraux que le travail personnel de l'étudiant. Mais c'est une moyenne d'environ 25 heures qu'il faut pour le travail global de l'étudiant. Ensuite, les différents États se sont entendus pour dire nous allons donc reconnaître les systèmes de crédit, mettre en place un système de crédit pour que quand vous allez dans une école et vous faites une formation, que l'étudiant puisse capitaliser ce crédit et après, pour la mobilité, puisse transférer ça d'une université à une autre. Donc ça énonce le principe aussi de la formation tout au long de la vie. C'est-à-dire que vous êtes journaliste là maintenant, demain vous avez envie de faire une formation, vous pouvez revenir dans le système, repartir jusqu'à la fin de votre vie. Donc c'est un système assez intéressant parce que ça permet de partir d'une formation où on était dans une logique de contrôle des connaissances des gens, mais désormais on va privilégier les aptitudes et les compétences des personnes. Donc ça développe l'employabilité donc des jeunes et ça associe plus un système de reconnaissance, mais qui est encadré par un ensemble en fait de règles que nous allons évoquer tout à l'heure. Donc quand on parle de LMD, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est les fondements qu'il faut pouvoir prendre en compte. Ensuite, il a énoncé que quand une école, par exemple, veut présenter une formation, ce n'est plus... Avant, on avait les diplômes d'État. Désormais, c'est les diplômes d'université. Parce que on ne crée pas une formation n'importe comment. On crée une formation parce qu'il y a un besoin qui est identifié. Et une structure qui crée la formation, en fait, doit pouvoir avoir une vision, des missions et une équipe pédagogique pour pouvoir supporter et porter du moins cette formation-là. Et donc, quand l'université en fait décide donc de créer cette formation après avoir identifié donc ses besoins, l'université présente son offre de formation qui est analysée devant un conseil qu'on appelle le Conseil consultatif national, qui est la commission d'habilitation nationale. Et cette commission-là, en fait, donne son avis et à la suite de ça, le diplôme devient un diplôme national avec un arrêté que le ministère a pris pour en fait donc un diplôme national. D'accord. Alors Alain Kapochechi, il y a plusieurs griefs que le ministère trouve contre vous. Quand je dis vous, il s'agit des établissements privés d'enseignement supérieur. D'abord, est-ce que vous ne reconnaissez pas aussi qu'il y a un malaise, disons dans votre camp, je parle des établissements, pour que le gouvernement en arrive aujourd'hui à dire, nous proposons d'organiser des examens, disons nationaux pour les étudiants en année de licence et de master? Bon, quand on parle de malaise, vous savez, dans tous les systèmes du monde, il y a des malaises. J'ai une école en France qu'on appelle l'École internationale de management de Paris dans le 20e arrondissement. Il y a un malaise en France, il y a un malaise aux États-Unis. C'est-à-dire que les écoles ne peuvent pas être au même niveau. Et la qualité n'est pas quelque chose qui est figé. La qualité, c'est un processus de transformation. Ça veut dire que les gens qui disent les universités de qualité, il n'y a aucune école en fait dans le monde qui soit de qualité. La qualité, c'est une perception. Et la qualité, c'est un processus, c'est-à-dire que vous suivez un référentiel et vous vous adaptez au référentiel et vous vous améliorez de façon continue. Maintenant, quand vous prenez les écoles au niveau du Bénin, je peux dire que vous avez 3 catégories. Vous avez des écoles qui ont des diplômes reconnus par le CAMES après la reconnaissance au niveau national de ces diplômes-là. Vous en avez 7. On peut les citer si vous voulez, parce que j'ai entendu le ministère, les gens disent que les diplômes ne sont pas reconnus. Et donc, ça expire dans 6 mois. Vous avez Viri Chagin, par exemple, qui a un diplôme qui expire, la reconnaissance internationale a été obtenue en 2013 et ça finit en 2019. Vous avez SGIS, la reconnaissance finit en 2021. Vous avez ESM, École supérieure de management, dont la reconnaissance finit en 2019. Vous avez l'Institut Serco, dont la reconnaissance finit en 2022. Vous avez ISM à Donaï, dont la reconnaissance finit en 2019. Vous avez l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel, dont la reconnaissance finit en 2019. Et vous avez Pigé Bénin, dont la reconnaissance finit en 2022. Ces écoles-là, non seulement en fait on fait la reconnaissance nationale de leur diplôme, on fait la reconnaissance internationale. Donc les étudiants au niveau du CAMES. Le CAMES en fait c'est une instance qui reconnaît les diplômes aussi bien des publics que des privés. Donc même l'université d'Abomey-Calavi, les universités publiques depuis 2016, le Conseil des ministres à Dakar de l'enseignement supérieur a décidé que les universités publiques également ont l'obligation de faire passer donc leur diplôme par l'habilitation sous-régionale. Donc ça c'est le premier niveau. Vous avez également le deuxième niveau, vous avez les écoles qui ont la reconnaissance de leur diplôme au niveau national. Et vous en avez 52, y compris les 7 dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ces 52, c'est le ministère qui, après avoir donné l'autorisation, après avoir observé donc
quand ils ont suivi l'offre de formation au niveau donc de la commission d'habilitation, la commission nationale, donc le conseil national, qui est la commission d'habilitation nationale, ok, a habilité, ok, ces diplômes-là, ok, et donc ces établissements, ok, sont aux normes forcément. Après, on pourrait parler des normes dont il s'agit et tout. Et ensuite, vous avez un dernier niveau d'établissements qui ont été autorisés. C'est le ministère qui lui a donné les autorisations. Mais, semble-t-il, en tout cas, le ministère dit qu'il ne respecte pas ces normes-là. Mais le ministère, ok, de façon contradictoire, le ministère n'a pas mis non seulement un système pour les accompagner, mais le ministère n'a pas non plus décidé de les fermer. Vous voyez, donc on voit une contradiction, vous leur donnez les autorisations. Si ils ne sont pas bons, ces écoles-là ne sont pas bonnes, vous leur donnez un cahier des charges pour dire vous mettez au pas au bout d'un an, au bout de 6 mois, au bout de 2 ans, sinon vous les fermez. Mais là maintenant, c'est que vous mélangez à la fois ceux qui sont aux normes internationales, ceux qui sont dans vos normes que vous-même vous avez citées, et vous dites désormais tout le monde sera ensemble, tout le monde va faire la même chose. Il y a quand même plusieurs critères. Il y a le ministère a quand même fixé un certain niveau. Quand on parle d'abord d'autorisation donnée, après, il faut partir à la recherche de l'agrément. Est-ce que c'est pas à ce niveau que ces établissements ont péché? Non, c'est-à-dire que là aussi, c'est l'autre péché que je disais souvent que les membres du cabinet, les gens du ministère, en fait, n'ont pas rendu service, en fait, ni au gouvernement, ni à la ministre de l'Enseignement supérieur. Vous savez, quand on nous parle d'agrément, on nous parle d'homologation, d'habilitation. Ok, c'est un décret qui a été abrogé. Et je vais vous le prouver. Vous savez, quand il y a eu le LMD qui a été mis en place en 2010. J'ai le décret avec moi. Ok, j'ai le décret, comme je l'ai cité tout à l'heure. Et ce décret-là, qui a été pris en 2010, vous savez, dans l'organisation d'un décret, on dit les visas. Et dans les visas, normalement, en fait, si nous étions régis en 2010, encore par le décret 2008, vous comprenez? Cela suppose donc qu'on va citer le décret 2008. Mais le décret qui a été cité, c'est le décret 2001-161 du 3 mai 2001 fixant les conditions générales de création, d'ouverture, d'extension, de transfert, de fonctionnement et de fermeture d'un établissement privé d'enseignement supérieur, universitaire et para-universitaire et procédures administratives. Vu le décret 2001 fixant du 18 septembre 2001 portant création et organisation des 2 universités nationales en République du Bénin, vu la directive de l'UMOA. On va poursuivre. Quand vous prenez l'arrêté qui a été mis en place, l'arrêté 2012, là ça a été signé le 31 décembre 2012. Donc si nous étions régis encore par le décret dont on parlait de 2010, 2008, etc. et tout, pour dire agrément et autres, ce décret-là devrait être cité ici. Et là, vous voyez bien le décret 2001 du 4 avril 2009 fixant les conditions générales de création, d'ouverture, d'extension, de transfert, de fonctionnement, de fermeture d'un établissement privé de formation de santé, vu l'arrêté numéro tant portant création et autres et tout de l'université d'Abomey-Calavi. L'autre décret ici, vu le décret 2001, sont de 3 mai 2009 fixant les conditions générales de création, d'ouverture, d'extension, de transfert et fonctionnement et de fermeture d'un établissement privé d'enseignement supérieur. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que ce décret-là n'était pas compatible avec le LMD. Pourquoi ce n'est pas compatible? Le ministère vous a parlé d'homologation, qu'aucun établissement n'a le droit en fait de signer un diplôme, donc il fallait passer par le niveau d'homologation. Dites que c'est la 3e étape. C'est l'expert qui a dit ça. Et je vais vous expliquer. Vous savez, on dit, je prends l'exemple de l'université d'Abomey-Calavi. On dit que l'université a été créée par décret. Et donc, l'université peut signer diplôme. L'université ne peut pas signer n'importe quel diplôme. Vous êtes une université d'Abomey-Calavi, par exemple, là, et vous créez, par exemple, une formation, je suppose, pour former des associés physiciens. Vous ne pouvez pas vous seul décider de cela. Vous amenez ça devant la commission interne d'abord, d'assurance qualité, et tout, pour vérifier. Ensuite, quand le conseil de l'université a décidé ça, vous allez au conseil consultatif national. Et l'arrêté qui encadre, par exemple, la licence au Bénin, dit clairement que la mise en œuvre de chaque formation, c'est l'article 28 qui le dit, la mise en œuvre de chaque formation en licence est soumise à une homologation préalable par le Conseil consultatif national de l'enseignement supérieur. C'est le programme, l'offre de formation qui est homologuée et qui est habilitée. Et après, il y a un acte qui est pris, l'arrêté d'application, et là, vous pouvez signer votre diplôme. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le régime, en fait, qui est promu par
le CAMES, en matière en fait de formation avec le LMD, c'est le régime d'habilitation, en tout cas pour notre espace. Et je vous ai dit que j'ai travaillé sur les formations ouvertes à distance, j'ai travaillé sur le référentiel d'accréditation, et je pense que même quand j'ai fait les travaux, j'ai apporté un plus pour qu'en matière même d'auto-évaluation et en matière d'évaluation externe, quelque chose soit fait, et je crois que j'ai eu les félicitations du CAMES pour ça. D'accord. Alors, on va revenir un peu sur... toujours, je préfère parler de ce qui vous divise avec le ministère. On dit par exemple qu'on parle, j'allais dire, d'un dysfonctionnement lié donc à la qualité de l'enseignement dispensé au niveau des établissements privés d'enseignement supérieur. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui une réalité? Quand on voit parfois, disons, les offres de formation que nous avons dans certains établissements, puisque vous avez également tout à l'heure décliné les différentes catégories, disons, d'établissements que nous avons, la qualité des offres de formation, disons également le profil des enseignants. Est-ce que ce n'est pas des réalités que dénonce le ministère pour en arriver à ces mesures? D'abord, vous savez, le ministère crée des règles parfois qui n'existent nulle part. Comment? Je vais vous expliquer. D'abord, quand vous parlez de la qualité, comme je vous l'ai dit, c'est un processus de transformation. La qualité, c'est que vous auditez un système et après vous donnez les conditions en fait pour son amélioration. Et ça ne peut être évalué que ça par rapport à un référentiel, c'est-à-dire un ensemble de critères. Et les référentiels qui existent, c'est les référentiels de l'UNESCO, les référentiels donc du CAMES pour notre espace. Et quand par exemple on veut donc évaluer, on doit prendre en fait ces règles-là qui existent pour regarder les universités avec. Donc si par exemple il n'y avait pas cette qualité, il n'y a pas des écoles en fait qui vont s'exporter du Bénin pour aller au Burkina, etc. et tout. Première chose. On va parler par exemple des enseignants. Le ministère à un moment donné dit il faut que vous ayez 60% d'enseignants permanents. Allez écrire quelque part que l'UNESCO n'a jamais parlé en fait de 60% d'enseignants permanents. Ce que l'UNESCO dit, c'est le taux d'encadrement. C'est le ratio enseignant-étudiant qui doit être, quand vous êtes dans la qualité de 1 sur 25, de 1 enseignant pour 25 étudiants. Ça veut dire que par exemple, si j'ai une formation et que j'ai 600 étudiants par exemple, et que j'ai 80 enseignants, il me faut une moyenne d'environ 15 enseignants, de rang, de manière à ce que je puisse garantir donc cette qualité-là. Donc ça revient à peine à 20%, des effectifs. Mais parce que en fait les gens veulent, ils créent les règles en fait pour vous mettre dans une difficulté. Moi j'ai des écoles, comme je vous l'ai dit en France, j'ai des écoles en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali et autres et tout. Je vois ici des règles qui n'existent nulle part. Donc du coup au lieu de 20%, réel, et là même les universités sont en avance en matière donc de tout, parce que les universités ont quand même ce corps-là, on dit 60%. Alors que pendant que nous en fait on est assujetti à un 25e en matière, et ce que l'UNESCO a réclamé, quand vous prenez l'université d'Abou Calabi par exemple, vous êtes à 1 sur 170 en matière de taux d'encadrement, en matière de ratio. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous mettez des règles qui sont impossibles, des objectifs qui sont inatteignables, c'est sûr que vous allez trouver des gens qui ne sont pas dans la qualité. Maintenant, l'autre chose qu'il faut préciser, c'est que quand on dit enseignant qualifié, cela ne veut pas dire que vous devez avoir des docteurs chez vous, vous devez avoir des professeurs. Nous faisons des licences professionnelles, des masters professionnels. Si j'ai par exemple une formation en comptabilité, j'ai besoin peut-être de quelques docteurs en économie, de professeurs de moins en économie ou bien en sciences de gestion, mais j'ai surtout besoin d'experts comptables, j'ai surtout besoin de fiscalistes, j'ai surtout besoin de comptables agréés, praticiens, parce que ce que je vais former, c'est des gens qui ont opté en fait pour des diplômes à courte durée et qui veulent être pratiques sur le terrain. Vous voyez un peu? Donc quand on prend les regards, on dit des choses, alors que les règles existent. Si les règles n'étaient pas était aucun établissement n'allait avoir son diplôme reconnu par le CAMES. Vous parlez des règles qui existent. Vous savez que chaque État a sa politique en matière d'éducation, en matière de formation, en matière de qualité. Est-ce que les règles qui régissent une filière à l'international sont imposables aux règles qui régissent, par exemple, un pays dans une nation? Chaque État n'a quand même pas sa politique. C'est-à-dire que vous savez, déjà dans les années 1972 et autres et tout, les États africains, les 19 pays de l'espace CAMES, ont confié leur politique d'enseignement supérieur dans un espace à un organisme qu'on appelle le CAMES. Vous comprenez? Et se sont entendus pour que la politique soit impulsée de là-bas. Vous voyez un peu? Donc, pourquoi vous ne pouvez pas en fait rester chez vous et faire quelque chose? Parce que vous n'êtes pas fermé au monde.
vous êtes obligé de circuler. C'est comme si vous décidez, par exemple, en tant que... quand vous êtes dans un quartier, vous fermez votre portail. Non. À un moment donné, vous allez sortir pour jeter les ordures, vous allez sortir pour... vos enfants vont sortir pour aller apprendre... Donc, c'est une intégration. Vous êtes obligé de prendre en compte ce qui se passe chez les autres. Et les règles doivent être les mêmes parce qu'il y a des gens qui quittent d'un autre côté pour venir chez vous. Et en même temps, vous quittez chez vous aussi pour aller chez les autres. Et il faut pouvoir saluer les gens, il faut pouvoir du moins comprendre aussi comment les autres vivent pour pouvoir vous adapter. Justement, quand même, nous avons dans notre pays une multitude d'établissements supérieurs, d'enseignement supérieur privé. Nous savons aujourd'hui que lorsque vous prenez N établissements, vous y retrouverez N filières de formation. Dites-nous comment sont créées d'abord les filières de formation dans chaque établissement. Sur quoi les promoteurs d'établissements se basent pour créer ces filières-là? Le fait d'avoir plusieurs filières de formation, c'est une très bonne chose. Parce que... voilà, ça dit que voilà autre chose en fait. Je vous dis, des programmes de formation. Il y a ce que... Un cadre, par exemple, qui est docteur quelque part, bien professeur, etc., et tout, a été nommé et pense que désormais, en fait, il devient puissant et tout. Non, ce n'est pas ça, en fait. L'enseignement supérieur, il y a des spécialistes. Il y a des règles. Quand vous parlez, par exemple, le CAMES, à un moment donné, on dit harmonisation, cela ne veut pas dire uniformisation. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la diversité dans l'offre de formation est une richesse pour le pays parce que vous ne pouvez pas vouloir que, par exemple, moi je fais une licence en informatique, vous n'allez pas vouloir que en fait ça soit la même chose, même si en fait il y a une base, commune. Les 180 crédits, maximum c'est 120 crédits en fait qui doit être utilisé. Et après chacun doit pouvoir trouver son orientation en matière d'offre de formation. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, la diversification en fait dans le LMD est aller plus loin. Où on dit que même chaque étudiant doit avoir son parcours personnalisé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que par exemple, même dans la même formation où je prends par exemple la licence en informatique, avant on estimait que tous les étudiants en fait ont les mêmes niveaux et ils doivent faire les mêmes cours et ils doivent finir avec le même diplôme. En réalité, dans une classe, vous avez des oiseaux, vous avez des bœufs, vous avez des poissons. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes niveaux, ils ont des dons différents. Et donc vouloir les former à la même chose pour croire qu'ils auront les mêmes niveaux de sortie, c'est impossible. C'est pourquoi le LMD dit, en dehors des unités fondamentales, des unités de spécialité, vous avez des unités libres, vous avez des unités facultatives que vous pouvez faire. Ça veut dire quoi? Quand j'arrive en licence en informatique, moi je peux choisir par exemple de me spécialiser parce que j'aime le marketing, de prendre des crédits en marketing pour compléter ma formation. Et quand on va vouloir chercher par exemple quelqu'un, un informaticien, si moi j'ai un plus en technique commerciale et autres et tout, on va me prendre parce que je peux être recruté, mais en même temps je peux être commercial pour vendre l'ordinateur. C'est pourquoi en fait le LMD est une très grande chose parce que ça permet de prendre le potentiel de chaque étudiant pour qu'il s'exprime sur le marché de l'emploi. Voilà, mais vous ne répondez pas à la question de Christian. Qui doit autoriser un principe avant qu'on ne puisse créer la formation, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'offre de formation, quand vous faites votre formation parce que vous avez identifié un besoin, vous faites ce qu'on appelle, vous préparez l'offre de formation. C'est un ensemble de choses. Ce n'est pas uniquement les curricula et autres, tout. C'est vraiment l'organisation de l'activité, tout votre fonctionnement, les ressources que vous avez, les ressources matérielles et financières, tout ça. Vous mettez tout dans un document et vous présentez ça au Conseil consultatif national. Vous comprenez? Et c'est le conseil qui n'est pas composé uniquement du ministère, c'est la chambre de commerce, un ensemble de structures qui sont présentes, qui après étudient l'offre, après avis technique, des experts pour dire maintenant que c'est habilité. Vous comprenez? Et là, ça devient en fait une formation nationale. Voilà, mais justement, à ce niveau, on sent quand même un certain laxisme, parce que est-ce que le filtre est véritablement respecté? Parce qu'on se dit, mais a-t-on franchi toutes ces étapes avant de créer les ordres de formation? Puisqu'on se demande pourquoi le ministère, après, vient même se plaindre en disant, nous n'avons pas donné les autorisations nécessaires à ces établissements avant que... C'est le ministère qui a donné l'autorisation. C'est le ministère également qui siège et qui après prend les décisions liées à ça. Donc ça veut dire que c'est le ministère qui a habilité ces formations. Vous comprenez? Ça c'est la première chose. Mais quand vous parlez de la diversification, normalement, quand vous prenez des établissements comme HEC, Sciences Po et autres et tout, le programme est renouvelé du tiers chaque année. Vous voyez par exemple, il y a 3 ans, bien 5 ans, on parlait de la 3G, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on parle de la 4G en informatique. Ça veut dire que vous devez avoir une dynamique
qui suit la technologie, qui suit les politiques, qui suit en fait la réglementation, qui suit toutes les dynamiques qui existent au niveau du marché, au niveau donc de l'environnement en fait donc du marché du travail. Et donc c'est vraiment important de suivre ça. Maintenant, quand vous parlez donc d'offres de formation, c'est pareil aussi quand vous allez à l'université. D'abord, Calavi ou autre et tout, vous avez des formations qui sont créées. Il y a la cellule, donc le CPA qui est la cellule pédagogique universitaire chargée de la qualité, etc. et tout, qui habilite, qui regarde aussi les offres de formation et autres et tout. Vous voyez, donc les établissements aussi font des efforts et il faut qu'il y ait l'accompagnement. Si le ministère observe des dysfonctionnements, c'est ce que je dis, quand on parle de la qualité n'est pas faite pour qu'on dise on vous ferme, on vous autre et tout. À partir du moment où les gens sont déjà autorisés, vous trouvez le mécanisme d'accompagnement. C'est pourquoi au Sénégal, par exemple, le président Macky Sall et son ministre, en fait, disent les écoles sont traitées d'égale dignité. Et vous, dès lors qu'on vous a fait une inspection, on a vu que vous avez des choses qui manquent, on vous donne un délai et on vous accompagne. Et donc, le rôle du ministère, ce n'est pas de créer des formations. Le rôle du ministère n'est pas une université. C'est l'université qui crée des formations. Le rôle du ministère, c'est d'engager la politique avec une stratégie, avec une vision et d'accompagner les structures qui sont chargées de mettre en œuvre cela de manière à ce que ces structures-là soient performantes. Vous voyez un peu. Donc par exemple, si le ministère a trouvé, je suppose que nous avons un problème de manque d'enseignants, le ministère peut mettre en place des bourses, le ministère peut organiser des formations en pédagogie active pour qu'on puisse changer la manière d'enseigner, le ministère peut nous trouver des subventions ou bien pour les équipements en matériel. Je vais vous donner l'exemple de la Côte d'Ivoire par exemple, où j'ai un établissement, l'État ivoirien paye la scolarité, 450 000 francs CFA par étudiant, et c'est près de 1000 étudiants chaque année qui sont envoyés à Serco en Côte d'Ivoire, et l'État paye leur scolarité. Et l'État accompagne en matière donc d'exonération fiscale pour ce qui concerne quand ils ont le matériel, ce qui fait que j'ai plus de facilité par exemple à importer du matériel pour mes étudiants là-bas qu'ici. Vous comprenez un peu? En attendant, parlant justement de ces examens nationaux que l'État entend organiser à partir de cette année 2017, l'État ou le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique pense que au bout de 3 ans, après, tous les établissements d'enseignement supérieur privés seront peut-être au même pied d'égalité, puisque désormais les diplômes seront, d'abord ces universités seront homologuées et ensuite ces universités pourront eux-mêmes signer leur diplôme. Il n'y aura plus de co-signature par la suite. Voilà, la co-signature, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est caduc, qui a été abrogé. Normalement, ils ont continué à le faire. Nous, on l'a combattu à l'époque. Vous comprenez? Ça, c'est la première chose. Au bout de 3 ans, les écoles se créent tous les jours, puisque c'est le ministère qui les crée. Donc, vous ne pouvez pas dire que tout le monde sera au même niveau. C'est impossible dans un système. Dans aucun pays, toutes les écoles en fait sont au même niveau. C'est impossible. Vous allez en France, vous avez HEC, les classements et autres, tout. Il y a une dynamique en fait qui fait que vous ne pouvez pas dire que tout le monde sera au même niveau. Au même niveau par rapport à l'homologation? Non, l'homologation est déjà abrogée. C'est pourquoi il dit qu'ils ont et autres, tout. Ils savent déjà que ce n'est pas quelque chose qui est réel. L'homologation, le décret dont on parle, et je vous ai cité tout à l'heure, les autres, tout, l'homologation et tout ce qui a été dit là, c'est faux. Maintenant, c'est le régime d'habilitation. C'est le régime d'habilitation en fait qui est en conformité avec le LMD. Maintenant, si vous allez, quand étant plus loin, si le ministère a envie d'accompagner les établissements et ne les voit pas comme des gens, des commerçants, des autres et tout, des gens qui font... S'il y a des gens qui font du faux, il faut les fermer. S'il y a des gens qui ont un potentiel qu'on peut accompagner, parce que, vous savez, on pourrait en parler, quand étant un étudiant dans un public et dans une école privée, c'est au moins 40-50 000 francs de charge en moins pour l'État. C'est-à-dire que quand vous prenez un étudiant à l'université de Abomey Calavi, là, c'est pas moi qui le dis, c'est la Banque mondiale qui a fait une étude en prenant en compte la charge en matière d'infrastructure, en matière de paiement pour les professeurs, toute l'organisation, les ressources universitaires et autres et tout, pour voir combien coûte un enfant quand il est à l'université de Abomey Calavi. Et selon les formations, ça varie de 40-50 000 à 3 millions. À l'IMSP, par exemple, la formation coûte, à Dango, la formation en informatique coûte dans les 3 millions. Vous comprenez? Ça veut dire qu'en termes de charge pour l'État, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant qui est dans le privé, est une charge en moins parce que s'il va là-bas, il va coûter ce montant-là. Mais ce qui est plus grave, c'est que les étudiants qui sont à l'université d'Abomey Calavi, 80% de ces étudiants-là sont dans des filières qui sont des filières classiques, c'est-à-dire sociologie, géographie, sciences juridiques et autres et tout. Et nous formons 40 000 juristes, alors que nous savons bien que le pays n'a besoin peut-être que de 500 juristes maximum.
Donc, ces étudiants-là font 5 ans, ok, dans le système, donc 50 000 francs x 5. Et après 3 ans, 4 ans après leur formation, ils ne trouvent pas d'emploi. Et là, il y a également ce qu'on appelle le coût de non-insertion. C'est-à-dire que l'enfant peut devenir même un délinquant, il ne travaille pas, il est mort socialement, il ne peut pas prendre d'épouse, il ne peut rien faire et il peut être dangereux pour la société. Quand vous prenez ça, les pays qui sont intelligents, ok, comprennent simplement qu'il faut prendre le coût de non-insertion plus le coût unitaire et avec ça, au lieu de perdre tout cet argent-là, vous préférez choisir des établissements privés qui peuvent offrir des formations professionnelles adaptées aux réalités, donc aux besoins donc, du monde, et vous donnez 50 000 francs, mais vous êtes sûr qu'au bout de 3 ans, l'enfant a choisi une formation qui lui offre les chances d'insertion professionnelle. D'accord. Alors, revenons à l'organisation de ces examens, licence et master. Est-ce que vous y trouvez, vous, des avantages à la tenue de ces examens à l'Incapochichi? Vous savez, d'abord, quand vous parlez d'examen national, il faut savoir que le LMD dit la licence, c'est 180 crédits. J'ai entendu certains dire 190 crédits et autres et tout. Il ne faut plus continuer à dire des choses comme ça. La licence, c'est 180 crédits. Le master, c'est 300 crédits. Ce n'est pas 200 crédits comme j'ai entendu. Maintenant, quand vous avez 180 crédits, ça veut dire que vous avez votre diplôme. Et ça, c'est le LMD qui le dit. Quand on dit un examen, en LMD, un examen ne peut être rattaché en fait à un élément constitutif d'une unité d'enseignement. Les intellectuels et les spécialistes savent ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que ça doit être rattaché forcément à une matière qui doit être capitalisable et transférable. Aujourd'hui, en fait, c'est qu'on ne nous dit pas, en fait, cet examen-là, les matières dont on a parlé, autres et tout, c'est rattaché à quelle unité d'enseignement, c'est rattaché à quel élément constitutif d'unité d'enseignement. Mieux, quand vous prenez cet examen national, c'est la logique, en fait, de matière, c'est-à-dire que quand vous ne réussissez pas à votre... c'est comme si vous avez perdu les 3 ans. Alors que le LMD dit l'évaluation éliminatoire, c'est quelque chose qui est aboli dans le LMD. Le LMD dit que c'est l'évaluation sommative, l'évaluation formative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le contrôle continu. Et que même si en fait il y avait des examens terminales, les examens terminales ne peuvent intervenir qu'en fin de semestre. Ça veut dire que c'est l'étudiant a au moins 6 semestres où il peut se rattraper avec la possibilité même de compensation entre les semestres. Donc vous voyez donc que ça pose un problème véritable en fait sur le dispositif du LMD. Maintenant, quand vous allez plus loin, le programme qui est proposé, parce qu'un examen, un diplôme est rattaché à un programme. Et c'est le programme, en fait, l'habilitation du programme qui permet donc de donner le fondement juridique à ce diplôme-là. Vous comprenez? Le ministère ne peut pas prendre, la ministre ne peut pas prendre d'elle-même, en fait, je crée tel diplôme. Non, ça n'existe nulle part. Donc, quand on décide en fait de créer une formation, il y a les besoins qu'on a identifiés et ensuite on habilite ça devant le Conseil consultatif national du pays. Aujourd'hui, les diplômes dont on parle et autres et tout ne sont pas reconnus par le Conseil consultatif national, donc n'existent pas juridiquement. Vous voyez, donc aujourd'hui on demande aux établissements qui ont la reconnaissance internationale de leur diplôme de laisser leurs diplômes qui sont reconnus pour aller venir faire en fait des examens pour des diplômes qui ne sont pas reconnus. C'est ça en fait le problème. C'est reconnu au plan national. Non, c'est pas reconnu au niveau du plan national parce que pour que ça soit reconnu, je vous ai cité l'article 28, de l'arrêté, portant mise en place pour dire que la mise en œuvre de chaque offre de formation est soumise à une obligation préalable par le Conseil consultatif national de l'enseignement supérieur. Vous comprenez un peu? Donc la ministre n'a pas, le pouvoir de pouvoir créer une formation. Vous voyez, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des diplômes, les programmes en fait de certains établissements. Par exemple, moi, ils ont pris le programme de licence en informatique et ils ont dit tous les autres doivent faire ce programme-là. Le problème, c'est que les programmes en fait sont propres aux établissements. Mieux, ces programmes-là, avant que moi, par exemple, je puisse accepter que l'université de Ningbo, parce que j'ai une convention de codiplomation avec l'université chinoise, avant qu'ils ne fassent ça, on doit faire un partenariat. Et donc j'ai dit que si on devrait faire un examen, par exemple si on décide de faire un examen avec l'université d'Abomey-Calavi, ce serait sur la base de programme. Et il y a 2 possibilités. Première possibilité, par une convention de partenariat, ça veut dire que j'ai ma formation qui est habilitée devant le Conseil consultatif national. Maintenant j'accepte que d'autres établissements viennent et par convention font le programme et moi je leur délivre le diplôme. Mais ce n'est pas le ministère qui délivre le diplôme, c'est l'université qui a porté son offre de formation qui délivre le diplôme. Ça, c'est la première chose. Là, ça n'a pas besoin de repasser devant le Conseil consultatif national. Ça veut dire que le diplôme est déjà habilité avant et vous faites convention pour pouvoir partager l'offre ensemble.
Maintenant, dans le cas où vous voulez ensemble aller devant la commission d'habilitation, ok, on appelle ça la cohabilitation, qui peut aboutir à la codiplomation. Et toutes ces choses-là existent dans le référentiel donc, du CAMES. Ok, et donc, moi, je suis surpris qu'on fasse tête baissée quelque chose qui n'a aucun fondement juridique. C'est ça en fait le problème. Mais justement, ce diplôme que, disons, je prends l'exemple de votre établissement des livres, ce diplôme n'est pas reconnu par l'État. C'est ce qui a conduit à la co-signature en son temps. Non, le diplôme, quand on dit reconnaître, pas les reconnu par l'État, non. Quand on dit reconnaissance, ok, comme je vous l'ai dit, à partir du moment où l'arrêté d'habilitation existe, ok, le diplôme, ok, est un diplôme national. Mais ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, au lieu que, par exemple, quand nous avions nos accords au niveau donc, du CAMES, ok, pour la reconnaissance et qu'on arrive, les gens ne voulaient pas que nos étudiants qui sont formés passent le concours au niveau national. Vous comprenez, ce qui était déjà quelque chose qui était anormal parce que le Bénin est un État parti. Quand aujourd'hui l'État ivoirien sénégalais veut orienter les décisions dans le privé, il dit allez au CAMES. C'est une exigence. Donc quand vous revenez, c'est anormal en fait qu'on ne reconnaisse pas alors que le diplôme, aujourd'hui quand les étudiants vont en France dans les entreprises, ils travaillent. Nous avons des gens qui ont fait jusqu'au doctorat. En France, ils ont continué les études aux États-Unis, un peu partout. Donc il n'y a aucun problème en fait pour la reconnaissance de leur diplôme. Mais au lieu qu'on laisse nos étudiants faire le concours pour voir qui serait le meilleur, je peux donner l'exemple de l'ISM à Donaï, où c'est-à-dire que les gens, semble-t-il, en fait, ont laissé l'étudiant composer avec les autres, et il s'est retrouvé comme premier. Et que l'étudiant de l'ISM à Donaï s'est retrouvé comme premier. Et les gens ont dit, son diplôme, en fait, n'est pas reconnu au niveau national, donc on doit l'annuler. Et ça a été jusqu'à la présidence, et les gens ont dit, mais l'objectif, en fait, vous voulez faire un concours, le concours, c'est un filtre. Donc, vous prenez les gens à partir du moment où les diplômes sont reconnus au niveau national, et vous allez voir qui est le meilleur. Donc, les établissements ne sont pas contre un examen. C'est-à-dire que quand vous allez au CEPE, les meilleurs, c'est qui? Quand les établissements publics et privés, du moins, se rencontrent, les meilleurs, c'est les privés. Quand vous prenez le BPC, prenez les statistiques, c'est le privé. Quand vous prenez le baccalauréat, c'est le privé. Quand vous allez au BTS où le public et le privé viennent, c'est le privé. Il n'y a pas de raison que nos étudiants qu'on a formés... Vous savez, quand moi, mes étudiants en informatique, par exemple, montent des ordinateurs. Prenez les autres étudiants et amenez-les. Là où moi, j'ai l'accréditation de Intel, que j'ai l'accréditation de mes partenaires chez Microsoft et autres et tout, comment vous allez comparer mes étudiants en informatique où ils ont chacun un ordinateur, ils ont et tout, avec ceux qui n'ont jamais vu un ordinateur. Mais ce que vous avancez comme raison là, est-ce que ça ne va pas en contradiction à ce que le gouvernement, à travers le ministère de l'enseignement supérieur, a dénoncé? Parlons justement des diplômes, puisque le gouvernement dit qu'il veut ramener la confiance et dissuader les éventuelles réserves qui pourraient être portées aux diplômes que ces établissements délivrent. Voilà, donc j'ai entendu parler de beaucoup de choses. On a parlé de faux diplômes. Vous savez, avec le développement de l'informatique aujourd'hui, n'importe qui peut rester dans sa chambre, attestation ou bien diplôme de licence, je sous-signé à l'Ekabochichi, en bas, signé, tant, et même si on veut mettre le cachet de ministre de l'enseignement supérieur et autres, il dit j'ai mon diplôme. Ce n'est pas un problème qui est lié au privé. Ce n'est pas un problème qui est lié au public, ce n'est pas un problème qui est lié au Bénin, ce n'est pas un problème qui est lié à l'espace CAMES, c'est un problème international. Et justement... C'est plus criant au niveau des privés. Non, c'est pas criant. C'est pas criant. Je suis l'expert qui a travaillé sur le sujet pour l'UNESCO. La question des faux diplômes, des remontées d'informations, et ce qui a été, et c'est dans ce document qu'on appelle le référentiel des systèmes d'information qui a été adopté par le Conseil des ministres du CAMES. Vous savez, quand on amène un document chez vous, je suppose par exemple qu'il y a un document, un diplôme, pour vérifier en fait si c'est un faux ou bien un bon ou autre et tout, c'est en 2 secondes. L'étudiant en fait a un identifiant qui est unique, la formation a un identifiant qui est unique, l'habilitation j'allais dire, et le diplôme, le document lui-même a un numéro. Vous entrez ça dans le système, automatiquement, vous savez qui a donné, qui devrait avoir donc ce diplôme, quand ça a été donné, s'il y a d'autres informations, vous pouvez les vérifier de façon instantanée. Donc le même référentiel gère les questions en fait liées à l'identifiant, liées aux remontées d'informations. C'est-à-dire que chaque année, il y a des remontées de façon automatique qui doivent monter au ministère. Aujourd'hui, le ministère n'a pas ça. Et j'ai même proposé en fait au ministre qu'on peut l'installer gratuitement. Parce que le Sénégal l'a mis en place, Campus SN,
La Côte d'Ivoire l'a mise en place et j'ai conseillé le Sénégal dans le cadre de la mise en œuvre à l'époque, quand ils mettaient en place Campus Sénégal, il y avait des idées, des données individuelles qui étaient dedans et j'ai posé du point sur la table et j'ai dit c'est pas possible et ils l'ont corrigé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que on a mal posé le problème et on a mal trouvé la solution. La question de faux diplôme, même après un examen, ça va continuer d'exister. Et dès lors que le système sera transparent, parce qu'on peut contrôler instantanément, même depuis votre téléphone, dès qu'on vous a que tout, vous avez ça, automatiquement vous pouvez contrôler pour savoir si c'est faux. Ce n'est pas uniquement le ministère ou bien pour la poursuite d'études, donc il y a un problème de faux diplôme. Même dans les entreprises, il y a des gens qui viennent avec les faux diplômes. Donc c'est un problème. Le système d'information, de suivi de l'étudiant, c'est depuis son entrée à l'université jusqu'à son insertion professionnelle. Et ça permet également en fait de savoir les cohortes d'étudiants et de savoir le taux de placement. Parce que la qualité d'une formation, ce n'est pas si tant au niveau du diplôme. Chers étudiants, décidez vos diplômes, ça ne vaut rien. Ce qui est important, c'est votre compétence. Et c'est votre capacité. Une école, en fait, ça, la qualité, en fait. C'est un peu comme les Américains, on sait ici, mais il y a quand même un minimum, c'est une présomption de compétence. Oui, c'est une présomption de compétence. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que les gens se focalisent sur le diplôme qui est une présomption de compétence dont on vous a parlé. Alors que la qualité d'une école, j'allais finir par là, la qualité d'une école, c'est sa capacité à insérer ses diplômés. C'est pourquoi quand vous allez à HEC Paris, vous allez dans l'autre et tout, on dit, vous êtes 6 mois ou plus après votre formation, vous avez un emploi. Et dans ce contexte-là, on peut parler de l'insertion professionnelle au Bénin. Il y a une étude qui a été faite par la Banque mondiale en 2012, et qui a engagé certains établissements, comme l'UATM Gaza Formation, vous avez CERCO, vous avez l'Université d'Abomey-Calavi, et on a suivi nos cohortes pour savoir quels sont devenus nos étudiants 6 mois après leur formation, 1 an, 3 ans et puis 5 ans après leur formation. Eux, on a vu que c'est le privé qui a le plus inséré. Ces données-là existent et nous, chaque année, on fait le suivi de nos diplômés pour savoir combien arrivent à être insérés. Chez nous, en licence, par exemple, vous avez 80% au moins qui trouvent un emploi. Et vous avez, jusqu'en master, on a un taux de placement jusqu'à 90%. Les données existent et qui permettent en fait de dire qui a formé pour être inséré véritablement ou pas. Alain Capoche, vous semblez exclure totalement le ministère, disons, du système. C'est vrai que le NOM, parlant de la hiérarchie des normes, les normes régionales et internationales priment sur les normes nationales, parlant du CAMES, de l'UEMOA, ainsi de suite. Mais est-ce que l'État ne doit pas avoir un regard quand même en tant qu'entité sur tout ce qui se déroule sur son territoire national? Après tout, c'est quand même des Béninois. Même s'ils doivent avoir de la mobilité et bouger ailleurs, l'État est quand même régalien, garant, disons, de la sécurité de... Absolument, mais c'est pas parce que l'État... D'abord, quand vous parlez de l'État, c'est tout le monde. L'État, c'est pas le ministère. Oui, je vous dis, non, l'État, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que quand vous allez au ministère, vous avez 3, 4, 5... Vous avez la direction des établissements privés, la direction de l'enseignement supérieur, c'est pas beaucoup de personnes. C'est pourquoi on dit que quand on veut faire une réforme, on doit associer l'université d'Abomey-Calavi, on doit associer les acteurs parce que c'est comme si en fait chez nous, dans le privé, il n'y a aucun intellectuel. Alors que nous avons tous fait des doctorats, on a les mêmes grades pratiquement même que certains. Moi, je suis maître assistant des universités. Donc, il y a des gens parmi nous qui aussi ont été à l'école et qui sont capables de réflexion. Et ailleurs, quand on veut mettre en place une politique, on met les choses sur la table parce que l'objectif, ce n'est pas de brimer quelqu'un. L'objectif, c'est comment on fait pour grandir ensemble. La qualité, c'est ça, c'est une amélioration continue. Comment on fait pour, au regard de nos problèmes, comment on fait pour grandir ensemble. Et dans ce cadre-là, on a été au forum. À un moment donné, en fait, le gouvernement, en fait, avant d'aller au deuxième forum de l'éducation, a mis en place une commission pour le partenariat public-privé. Et cette commission, j'étais président de la commission, j'étais vice-président. Le président, c'était le ministre Abiola. Et nous avons travaillé ensemble pour dire qu'est-ce qu'on va faire pour accompagner le privé. Et on est arrivé en fait sur 3 choses fondamentales. Première chose, que l'État crée un fonds qui sera alimenté par les organismes internationaux, un ensemble donc, de structures pour qu'on puisse accompagner le privé pour les investissements importants. Aujourd'hui, quand vous allez au Sénégal, il y a des privés qui font des investissements jusqu'à 4 milliards. Des infrastructures parce que l'objectif c'est d'investir et le privé peut aller mobiliser le financement. Mais l'État peut venir en garantie derrière. Ensuite, nous avons dit il faut voir quelles sont les formes d'accompagnement qu'il faut avoir. Accompagnement financier, accompagnement pédagogique, accompagnement didactique. Il y a un ensemble de choses et les tests existent. Vous comprenez? Et donc l'idée c'est qu'aujourd'hui, et ça a été validé au forum de l'éducation. Donc l'idée c'est qu'on puisse dire mais qu'est-ce que vous avez comme problème? Comment on peut faire pour vous accompagner? Pourquoi le Burkina n'a pas désiré fermer cet établissement? Pourquoi le Niger
qui envoient les étudiants, alors que nous avons un niveau de formation qui est totalement... Ils n'ont pas fait. Parce que le privé, dans le cadre en fait des études prospectives, vous savez aujourd'hui, le nombre d'étudiants à l'université double tous les 5 ans. Et j'ai écrit ça donc dans le cadre de mon ouvrage qui est l'Université Bouquet-l'Afrique. Okay? C'est une tendance, c'est-à-dire que les effectifs vont continuer à doubler tous les 5 ans jusqu'en 2050. Aujourd'hui, on est à 150 000 étudiants dans notre pays. Ça veut dire que dans 5 ans, on sera environ à 300 000 étudiants. L'université n'a pas les capacités de pouvoir répondre à ça. Et comme l'université n'a pas les capacités, l'État doit créer le cadre pour que les établissements puissent faire des investissements pour accueillir les étudiants béninois. Et c'est pourquoi tous les pays, le Sénégal a commencé à orienter dans le privé, tous les pays orientent. Parce que ça permet d'avoir des formations qui sont adaptées, avec une proximité pour trouver des chances d'insertion professionnelle de ces jeunes-là. Et donc, aujourd'hui, vous savez, il y a 5 ans, le nombre d'étudiants dans les privés, nous avions 22% en fait des effectifs au niveau global, au niveau national. Aujourd'hui, il n'y a plus d'étudiants dans les écoles privées parce qu'on nous a tellement... On nous a tellement vendu que le nombre d'étudiants dans le privé est descendu à 12%. Alors que quand vous prenez le plan Sénégal émergent, c'est-à-dire le Sénégal, dans la stratégie du Sénégal, le Sénégal dit clairement que, à l'horizon 2020, eux, ils veulent avoir 50% d'étudiants dans le privé. La Côte d'Ivoire, vous avez 65% d'étudiants dans le privé et 35% dans le public. Pourquoi? Parce que l'État, avec l'explosion des effectifs, ne peut plus à lui seul en fait résoudre la situation. Et donc ce n'est pas en tirant sur le privé qu'on va y arriver. C'est en accompagnant, en aidant, en conseillant qu'on va arriver. Vous savez, quand la ministre par exemple parle des écoles, mais une courtoisie par exemple, la ministre dès qu'elle est nommée, elle peut dire je veux visiter 2 ou 3 établissements. Mais c'est ce qui se fait en Côte d'Ivoire. Le président du Burkina, le président du Burkina, quand Roch Kaboré a été élu, il est allé dans 2 établissements, il a visité 2 établissements pour donner le temps, parce que les gens ils n'ont qu'à venir pour voir. Quand on parle d'équipement, qui a d'équipement? Ils n'ont pas venu voir le cadre. Aller à Egypte Africa pour voir l'investissement que ce monsieur a fait. Aller à l'ISMA pour voir qu'il a même une salle de cinéma à l'intérieur de son école, une salle de cinéma. Aller à l'ISM à Donaï, il a une salle de marché. La BRVM a délocalisé une salle de marché à l'intérieur de son école. Vous voyez un peu? Quand vous allez à Serco, il y a une usine d'assemblage à l'intérieur de l'école. Oui, justement, c'est pas l'équipement qui manque, c'est pas le matériel didactique qui manque, c'est la qualité de la formation et qui pose véritablement problème. La qualité, oui, comme je vous l'ai dit, la qualité ne peut être évaluée que par rapport à un ensemble de critères. Oui. La qualité, c'est par rapport aux compétences, par rapport aux aptitudes de nos jeunes quand ils sortent. La qualité, c'est par rapport... L'équipement participe parce que l'objectif que nous avons, c'est de former des gens qui ont des compétences. Quand l'ISMA forme, les étudiants, quand ils sont recrutés à l'ORTB, on a dit qu'ils ne savent pas manipuler les caméras. Vous voyez un peu. Donc ça veut dire que les gens, en fait, il y a une qualité qui est perçue et une qualité réelle. J'ai fait une thèse sur le sujet et j'ai même dit comment de la qualité on peut aller à l'innovation. Donc c'est de quelqu'un d'averti qui a travaillé sur ça. Et donc, il ne faut pas rester en face. Maintenant, vous avez des gens qui sont là, vous avez les gens du ministère, il y a certains qui ont des écoles, qui ne sont pas aux normes, qui sont des... quand vous prenez le directeur des établissements privés de l'enseignement supérieur, il est président du conseil scientifique en fait d'une école. Il est presque actionnaire, on va dire. Mais quand on va dire fermer, il ne va jamais vu le tout. Il y a beaucoup comme ça en fait qui sont au ministère, qui ont des établissements. Vous comprenez un peu? Et donc, ils veulent comparer en fait ces écoles en fait à nos écoles, qui non seulement sont internationales, qui non seulement en fait ont démontré un savoir-faire qui aujourd'hui est vendu en termes d'expertise. Alors, Alain Kwako-Chichi, le gouvernement prévoit, le ministère organiser, disons, ces examens, licence et master, examens nationaux, disons, en août prochain. En tant qu'espèce, est-ce que matériellement c'est possible et dans quelles conditions? Je vous ai dit que cet examen... Parce que vous êtes campé sur votre position, je parle des établissements, le gouvernement dit je veux organiser, et vous ne vous entendez pas, voilà le... Non, c'est pas une question d'entente, c'est une question juridique. Je vous ai dit que son programme... Ces diplômes-là, oui. L'examen c'est pour avoir un diplôme, le diplôme n'est reconnu nulle part. Le ministère n'a pas capacité à créer un diplôme. Et vos étudiants, ça c'est la première chose. Oui. La deuxième chose, c'est que le ministère dit qu'il faut les 6 semestres pour déposer le dossier. Matériellement, comme je le dis, aucune école sérieuse, parce que vous savez, vous avez au moins 12 semaines pour le stage, il y a le mémoire, il y a la soutenance,
ok, avant que le jury de délibération ne siège pour pouvoir délivrer les crédits en fait pour le semestre 6. Donc c'est impossible aujourd'hui en fait de demander aux gens en août. Vous savez, chaque formation, il y a des gens qui ont commencé la rentrée en octobre, il y en a qui ont commencé en janvier. Il y en a même à l'intérieur d'un établissement, il y en a qui ont commencé le master après, etc. Et tout. Il y a une organisation parce que l'LMD, il y a une flexibilité. Et donc non seulement l'étudiant a son rythme, c'est-à-dire que tous les étudiants ne peuvent pas avoir 180 crédits. C'est impossible. Et c'est pourquoi je dis, mais dans quel pays on est quoi? C'est-à-dire que c'est impossible que tous les étudiants aient 180 crédits. Parce que il y a les reprises. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants, par exemple, qui peuvent passer en session 2. Il y en a peut-être qui, en deuxième année ou bien en troisième année, n'ont pas pu, parce que le document même dit qu'il faut 80%, avoir 85%. OK? Pour passer en classe supérieure. Donc, c'est impossible d'avoir les 180 crédits. Et donc, même la règle même est mal élaborée. Maintenant, vous ne pouvez pas aujourd'hui demander à des étudiants de venir passer un examen en août, pendant que moi-même qui suis ici en tant que chef d'établissement, je ne connais même pas le programme. Et que sur quoi les matières sur lesquelles les étudiants doivent ni les matières, ni le contenu. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous allez à l'examen, même si on dit que vous allez faire informatique, on va vous donner le référentiel pour dire, bon, est-ce que c'est la 4G qu'on va faire, est-ce que c'est telle chose, et autre, et tout. On doit donner une orientation à l'étudiant. Et comme je l'ai dit, l'examen ne doit pas être perçu comme une élimination. Prenez un exemple assez simple. Vous savez, il y a des gens qui sont intelligents. Quand vous prenez le président de la République, par exemple, le président Patrice Talon, qu'il m'excuse, mais c'est un bon exemple que je peux donner en fait en cas d'étude. Quand il est allé en fait à Dakar pour passer son examen pour être pilote, il a eu un souci. Et beaucoup d'enfants en fait peuvent être comme ça, bloqués en disant que moi je n'ai pas le potentiel, je suis quelqu'un de hors classe, etc., et découragé. Mais aujourd'hui, il est un grand homme d'affaires africain. Il n'a pas pu piloter en fait un avion, mais aujourd'hui, il pilote un pays. Et il peut prendre l'avion quand il veut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous savez, chaque étudiant a un potentiel. Chaque étudiant a un talent. Et il ne faut pas détruire le talent qui est en la personne en disant on va à un examen. C'est pourquoi, en fait, après le baccalauréat, l'accès à l'enseignement supérieur n'est pas organisé par l'examen parce que ça permet que la diversification, chacun a un potentiel qu'il peut exprimer. Et c'est pourquoi aucun pays dans le monde, et quand je le dis, que les gens me disent dans quel pays dans le monde on a mis en place un examen national. Nous, on est prêts à aller pouvoir voir ça. Donc, on n'avait pas un affrontement avec le ministère. On veut qu'ensemble, on trouve une solution. Parce que la question n'est pas Alain Kapochichi. Moi, je pourrais ne pas intervenir. Je suis tranquille en Côte d'Ivoire et autres et tout. Je peux aller et venir et autres et tout. Mais c'est la question de l'enfant qui n'a pas pu passer l'examen cette année parce qu'il n'a pas eu le semestre 6. Il est obligé d'attendre l'année prochaine. En temps, les parents sont obligés de payer le loyer. En temps, les parents vont avoir des charges et rien ne lui garantit même que quand il va à l'examen, il va réussir. Alors que l'examen ne doit pas être, encore une fois, vous allez voir tous les pédagogues qui travaillent sur le LMD, ils vont vous dire que l'évaluation doit être formative, l'évaluation doit être sommative. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que au départ, vous faites le diagnostic pour dire de quoi l'étudiant a besoin et vous l'accompagnez en le formant et à la fin, vous voyez un ensemble parce que l'objectif, ce n'est pas d'évaluer ses connaissances, l'objectif, c'est de voir ses aptitudes et ses compétences. Voilà, on revient là, retient de votre intervention là que ce n'est pas possible d'aller à cet examen puisque nulle part dans le monde cela ne se fait, mais finalement... Quand on suit un peu l'actualité, on voit que ça tire dans tous les sens, de gauche à droite. Lorsqu'on prend le ministère qui apporte des explications, on prend les chefs d'établissement, la DPS, le PPS et bien d'autres. Chacun s'organise. On a même vu les étudiants également s'organiser et dire non, que cela ne se passerait pas. Alors finalement, est-ce que vous avez pris langue avec les autorités du ministère de l'Enseignement supérieur? Mais vous savez... moi, en tout cas, le PPS, la ministre ne les a pas reçus, mais moi, j'ai accès à la ministre, ok, et je lui dis, elle est ma soeur, même si maintenant, elle est un peu fâchée contre moi, je lui dis, je m'excuse, ok, parce que mon objectif, c'est vraiment de l'accompagner. Mon objectif, c'est qu'elle réussisse, parce que si elle réussit, le président Talon réussit, ce serait bon pour la nation, ce serait bon pour le Bénin. Alors, la DPS, vous avez échangé avec la ministre? J'ai régulièrement échangé avec elle. Et avant que je ne sorte pour parler, j'ai longuement échangé avec elle. On était ensemble quand on était à Yaoundé, au Conseil des ministres de l'enseignement supérieur. Et ensemble, on a travaillé, ensemble, en fait, on a vraiment... je lui ai expliqué pourquoi
ce serait bien d'écouter, ok, ce serait bien, ok, de comprendre que c'est pas une opposition. Si c'est, je vous ai dit, si c'est un examen, les établissements publics et privés, même si c'est les établissements privés, les gens vont réussir. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est, ok, ce qu'on est en train de faire là. Est-ce que ça a une base juridique? Ce qu'on est en train de faire, est-ce que ça a un fondement en fait qui est lié aux normes internationales? C'est là la logique, sinon le débat n'est pas... moi, je défie quiconque d'aller évaluer mes étudiants, vous comprenez? Et de dire qu'ils ne sont pas bons. Vous comprenez un peu? Donc la question n'est pas... Et tout, mais il faut aussi comprendre quelque chose. Un étudiant qui veut aller à l'examen, ce n'est pas à 2 mois qu'on lui dit qu'il va aller à l'examen. Soyons sérieux. Un étudiant qui veut aller à l'examen, on lui dit au début, parce que l'examen ne se prépare pas à la fin de l'année. L'examen se prépare si c'est 3 ans, etc. Non, l'examen c'est une licence, ça veut dire qu'il va valider une licence, c'est ce qu'on a dit. Et on dit que c'est sur les 3 ans. Ça, vous comprenez un peu. Donc il y a que la formation, on dit que c'est sur les 6 semestres. Que l'étudiant doit reprendre ce qu'il a, alors que le LMD dit que c'est capitalisable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut plus revenir sur ça. Capitalisable, ça veut dire que lorsque vous avez fait déjà, vous avez validé ce crédit, c'est acquis. Vous comprenez? Ça veut dire que lorsqu'on menait l'examen, c'est comme si on veut remettre en cause ce qui a été capitalisé et qui devrait être transféré. Alors, au-delà de tout ce que vous avez cité, de quoi avez-vous peur concrètement? Est-ce que c'est des échecs massifs? Quand je dis vous, il s'agit de ces établissements d'enseignement, d'établissements privés d'enseignement supérieur. Est-ce que finalement vous craignez les échecs massifs ou bien qu'on puisse voir véritablement le culte du héron, comme on le dit? Non, vous savez, au Bénin, on aime les échecs massifs. C'est-à-dire que je suis enseignant depuis cette année, du moins à l'UAC, et j'entends par exemple certains enseignants dire on a par exemple dans la classe 5000 personnes et à la fin il y a 300 qui ont réussi, et puis bon, c'est bien, etc. Moi, en tant qu'enseignant, je m'interroge. Je m'interroge sur mes méthodes pédagogiques. Comment j'ai pu, moi, prendre 5000 personnes au début de l'année et qu'à la fin, il n'y a que 200 personnes qui ont retenu ce que j'ai pu leur enseigner. Est-ce que ce n'est pas les conditions organisationnelles, matérielles? Comment je vais faire pour accompagner? Parce que la logique, c'est que les 4800 qui ont échoué, ces 4800 ont l'impression qu'ils ne servent à rien du tout dans la société. Alors que le rôle d'un État n'est pas d'avoir uniquement les meilleurs ou bien de prendre les meilleurs pour en faire des meilleurs. Le rôle d'un État, c'est de prendre tout le monde avec toute la diversité qu'il faut. C'est-à-dire que le balayeur à sa place, il faut qu'il balaye bien et que tout le monde ait sa place. Donc le rôle de l'école, c'est d'amener les gens à être meilleurs un peu plus quand ils étaient en entrée, quand ils sont sortis. C'est le rôle de l'école. Ça veut dire qu'un enfant est arrivé, vous devez tout faire pour qu'il ait de nouvelles compétences quand il est sorti. Et donc, la question en fait de l'examen tel qu'il est édité ici, c'est comme si en fait on veut sanctionner, on veut contrôler, etc. et tout. Vous savez, dans la pédagogie, dans les pédagogies innovantes aujourd'hui, on dit que quand vous faites un cours magistral à un étudiant, 24 heures après, ça dit qu'aujourd'hui quand on prend les étudiants dans la salle et 24 heures après, ils ne retiennent que 5% de ce qu'on leur a enseigné. Quand vous ajoutez de la documentation, vous allez en groupe, et après l'enseignement par les pays monte jusqu'à 90%. Et donc aujourd'hui, la logique de tous les pays, y compris les pays anglophones, tout le monde est passé à la pédagogie active. Et cette pédagogie active dit que on ne peut plus aujourd'hui dire qu'on va évaluer quelqu'un à la fin sans avoir au départ, quand un prof arrive dans la classe, il doit pouvoir dire voici ma méthode d'enseignement, ok, voici ma méthode d'évaluation. Et l'évaluation dépend même du professeur. C'est-à-dire que, par exemple, si moi je veux faire un cours, je suppose, de conduite d'entretien ou bien de négociation. La négociation, tu peux demander à l'étudiant qu'est-ce que c'est que la négociation. Il va te dire la négociation, c'est ci, c'est ci, c'est ça, il a bûché. L'autre possibilité, c'est de dire on se met autour de la table, on va négocier. Quels sont les enjeux liés à la négociation, quels sont les participants, quels sont les jeux d'acteurs, etc. Et tout. Et vous allez voir tout de suite que l'étudiant va avoir un rôle donné. Et donc, c'est pourquoi dans le LMD, il y a la possibilité de faire des projets, de faire des soutenances, de faire des mémoires, de remettre en fait un prototype. Il y a un ensemble de choses. Et donc aujourd'hui, l'innovation, on va la tuer. Alors que le chef de l'État a mis en place la cité de l'innovation du savoir. Et l'idée, c'est d'arriver vers ça. Comment former des jeunes qui aient pas la tête bien pleine comme on veut et tout, mais vraiment des gens qui sont actifs et qui sont capables de résoudre des problèmes quand ils sont en situation.
D'accord. Alors, nous allons faire un tour à la régie pour suivre un élément témoin parce que nous avons vu, parlant toujours de ces différentes sorties du ministère, on vous reproche de ne pas avoir des locaux, qui respectent les normes, du matériel essentiel. Et pourtant, en 2012, je crois, une délégation de la Côte d'Ivoire s'est rendue à l'Institut Serco ici au Bénin avec plusieurs membres dans la délégation. Ils étaient avec vous, Alain Capochégé. Nous allons suivre l'élément témoin et puis on revient pour d'autres commentaires. La présente visite de la directrice de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique ivoirien au groupe Serco vise un objectif bien précis, celui de voir le modèle de l'Institut Serco en matière d'application du logiciel Cocktail dans la gestion de l'établissement. La directrice de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur ivoirien et sa délégation, composée des présidents des universités et grandes écoles de la Côte d'Ivoire, ont effectué un parcours minutieux de l'Institut. L'opportunité a été offerte à la délégation de toucher du doigt les installations de dernière génération du groupe Serco. Nous sommes donc là pour une visite de travail, pour voir le modèle du groupe Serco en matière d'application du logiciel Cocktail pour la gestion aussi bien des scolarités que de la gestion de l'établissement. Parce que nous voulons en Côte d'Ivoire partir avec un départ nouveau pour la rentrée universitaire et mettre en application ce modèle-là qui pour nous est un modèle de réussite. Nous avons été marqués par l'enthousiasme, par le travail d'équipe et surtout par la professionnalisation et le professionnalisme surtout du directeur général, du président et de toute son équipe. C'est un honneur pour nous, mais à la fois pour dire que Serco aujourd'hui n'est plus seulement béninois, nous sommes dans plusieurs pays. Nous sommes au Mali, nous sommes au Burkina, nous installons en Côte d'Ivoire et tout. Et donc, pour nous, c'est très important. Et ça nous montre qu'en même temps, si on veut être un modèle, il faut demeurer, il faut innover, il faut créer, il faut avancer. Et donc, tout nous montre qu'on ne doit jamais s'arrêter, on doit continuellement donc s'améliorer. Les équipements que possède l'Institut ont impressionné la délégation ivoirienne. Une technologie de pointe pour mettre les étudiants dans de bonnes conditions d'études et de travail. J'ai beaucoup apprécié l'approche genre, puisque le PDG nous a dit que sur 15 directions, il y a 11 postes qui sont occupés par des dames. Et il y a eu aussi beaucoup de promotions internes, donc source de motivation. Et il y a un système de motivation interne et d'évaluation interne continue qui permet vraiment de maintenir un certain niveau de qualité. Je crois que c'est la fierté de notre continent et son exemple doit faire école. Et moi, en tant que fraîchement nommé à l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro, je pense que c'est un exemple à suivre et qu'on va peut-être créer un partenaire avec lui pour comprendre son expérience et lui demander de nous appuyer dans les équipements que nous allons pouvoir mettre en place et puis peut-être faire en sorte que nous aussi on soit une école publique mais qui fonctionne aussi comme le privé et dans quelques années on va discuter. C'est un modèle qui inspire parce que nous avons vu la façon dont on intègre l'éthique dans la pédagogie de façon très ingénieuse et vraiment le renforcement des capacités des enseignants est très bien conduite et le suivi des enseignements. Nous qui avons une université de 60 000 étudiants avec près de 2000 enseignants et 500 techniques, nous pensons que nous pouvons vraiment nous inspirer de ce modèle. La visite aura permis à la directrice du cabinet du ministre ivoirien en charge de l'enseignement supérieur de voir les efforts que fournit le président du groupe Serco pour offrir aux étudiants de son institut une formation de qualité. Un compte rendu fidèle sera fait à l'autorité et déjà des partenariats sont envisagés. Voilà donc pour ce témoin, on rappelle que c'était donc en 2012. Question Alain Capochi, on voit que l'expertise chez Béninois, sans doute chez vous, est donc enviée. Est-ce que des ministres peut-être également ont effectué des déplacements, peut-être chez vous, peut-être chez d'autres de vos collègues pour visiter les locaux? Vous voyez, donc c'est un exemple. Vous avez là-dedans la ministre de l'enseignement supérieur actuelle de la Côte d'Ivoire qui était président de l'université de Cocody. Et c'est une délégation qui a été décidée au niveau national pour aller voir un modèle en Afrique. Okay? Et ils sont venus pendant une semaine, okay, pour voir comment ça fonctionne. Mais comment vous pouvez comprendre qu'au ministère ici, okay,
une ou deux personnes ne sont pas venues pour voir. Et puis on dit de l'extérieur en fait que ce n'est pas bon. Quand vous allez à l'ISMA par exemple, qui est l'Institut donc, des métiers de l'audiovisuel de Colonel Zanou, l'Union européenne le finance pour qu'il puisse acheter des équipements, payer les professeurs, faire un certain nombre de choses. Ça veut dire que l'Union européenne a étudié ça en termes de standards. Quand vous prenez notre cas par exemple, la Chine a voulu chercher un partenaire en Afrique pour construire l'école, l'école polytechnique. Et nous avons fait un partenariat après 3 ans où nous avons envoyé des étudiants qui ont été formés chez nous en Chine. Et le témoignage qu'on peut donner, c'est que le ministre des Travaux publics du Bénin, actuel, et le ministre des Finances sont allés en Chine, dans cette école-là, et on leur a dit la référence, donc c'était Serco, et c'est mes étudiants, qui sont là-bas, qui ont fait l'interprète, et autres et tout. Et aujourd'hui, la Chine veut mettre des ressources pour qu'on construise ensemble donc, une école. Donc quand on jette de trucs là comme ça, on a l'impression que tous les efforts que nous avions faits sont nuls. Alors que peut-être qu'il y a des choses à améliorer, comme partout ailleurs à l'université d'abord, il y a des choses à améliorer partout dans toutes les institutions. Il y a des choses à améliorer. C'est pourquoi même en Côte d'Ivoire, au Sénégal, même le ministère a un contrat de performance. Aujourd'hui, la manière dont on traite les usagers, en fait, c'est pas bien. Parce que nous sommes des citoyens, nous sommes autres, on doit nous accompagner. Donc, il y a un contrat de performance avec un niveau de quand je sors telle ressource, quel résultat j'ai derrière. Donc vraiment, je voudrais simplement dire qu'il faut qu'on cesse la calomnie. On ne gagne rien à ne pas parler ensemble. C'est quand même simple. Nous pouvons nous asseoir. Mais qui ne se rapproche pas de qui devait faire le premier pas? Non, comme je vous l'ai dit, on a l'impression qu'on nous a tellement chargé chez la ministre qu'elle n'a pas envie. C'est qui le bon? Non, parce que vous savez, les anciens cadres, parce que vous savez, elle a commis l'erreur de s'entourer que des anciens qui étaient là, qui profitaient de la co-signature, qui profitaient d'un certain nombre de choses et autres et tout. Et donc, si on met fin à ça, qu'est-ce qui va? Parce que le gros problème dont on parle ici, là, ce n'est pas autre chose que les 25 000 francs et autres qu'on va collecter. Vous êtes victime souvent de rançonnement en tant que promoteur d'établissement. On est victime de rançonnement. Au ministère. Et je prie le président et l'autorité nationale d'assurance qualité, et non, l'autorité nationale de lutte contre la corruption, excusez-moi, à faire. Il y a un corrupteur et un corrompu, c'est vrai. Mais quand vous mettez en place des règles, comme par exemple 60% qu'on ne peut pas atteindre, que personne, aucune université ne peut atteindre, et autres et tout, vous mettez les gens en déséquilibre, et finalement c'est pour les rançonner. C'est comme si vous avez votre voiture, on dit c'est la visite technique ou bien c'est l'assurance qu'il faut, et vous arrivez. C'est correct, mais la personne en fait qui est chargée d'apprécier dit que non, vous n'avez pas, par exemple, essuyé ou bien lavé votre voiture le matin. Et donc, chef, vraiment, pardon, vraiment, il faut faire autre et tout. Et donc, on est aujourd'hui en train de supplier quelqu'un que nous aidons le ministère, nous formons les cadres de demain et nous accompagnons le système. Finalement, qu'est-ce qu'on retient? Le ministère a fait un très mauvais diagnostic avant de penser à cette réforme-là. Moi, je peux vous dire que j'ai été expert, j'ai été dans plusieurs universités. Je peux vous donner, vous avez vu, là, c'est un document sur la Côte d'Ivoire. Quand la Côte d'Ivoire est sortie en fait de la crise, on m'a demandé, nous étions 4 experts, 3 Européens et moi, Africains, et nous avons fait l'audit. Vous avez diagnostic et évaluation des besoins pour la modernisation du système d'enseignement supérieur ivoirien. On est allé dans toutes les universités en Côte d'Ivoire et autres et tout. Je peux vous dire, j'ai aussi travaillé pour l'université d'Abomey, l'université de Parakou. J'ai fait l'audit en fait de leur système, etc. et tout. Vous ne pouvez pas dire que le privé est sale et que quand ils sont à l'université publique, il n'y a rien à améliorer. Moi, je pense que... Est-ce que vous avez été à l'université Félix Houphouët-Boigny? Est-ce que vous avez été à l'INPHB? Mais c'est ça qu'on appelle l'université. Où vous avez des infrastructures, vous avez des labos, l'État a mis des moyens. Quand vous allez aujourd'hui à l'université Cheikh Anta Diop, c'est près de 100 milliards qu'on a mis dans le prix. Et c'est ce que je souhaite qu'on puisse faire. Et dès que la ministre a été nommée, je lui ai dit, ma soeur, vraiment, pendant 10 ans, on a erré. Maintenant que vous êtes arrivé, on peut, par exemple, monter en fait une étude en fait sur la modernisation de l'enseignement supérieur, du système d'enseignement supérieur ivoirien et béninois. Et dans ce contexte-là, je lui ai proposé les TDA et autres et tout. Là, les gens, dès que je suis sorti, les gens disent, oh, Kabouchi, là, non, c'est un jeune, il parle seulement, non, il vaut rien, etc. et tout. Et on m'a dénigré. Et ils ont dit d'abord, on va faire l'évaluation du LMD.
Je dis ok, mais j'ai écrit pour dire, mais on ne peut pas faire l'évaluation du LMD sans faire un état des lieux. J'ai écrit pour dire que l'objectif que nous devons avoir, c'est comment faire pour aller aux assises de l'enseignement supérieur. Parce que les assises de l'enseignement supérieur permettent que tous les acteurs s'asseyent pour dire voici l'orientation et ce qui en sort, c'est appliqué à tout le monde. Mais aujourd'hui, on a 3 ou 4 individus qui s'asseyent, qui pondent quelque chose et qui croient que les autres sont inintelligents et ils vont accepter de go qu'ils aient parce que je suis l'État, parce que je vais pouvoir accepter. Et je pense que le chef de l'État, c'est quelqu'un que nous respectons beaucoup. C'est quelqu'un qui a de la vision, c'est quelqu'un qui a de la qualité. Même quand il s'habille, vous savez qu'il y a de la qualité. Quand il parle, il y a de la prestance. C'est quelqu'un qui aime la qualité. La qualité, ok, ça se discute avec les gens. Quand je vais habiller quelqu'un, je veux voir comment, est-ce que tu as envie de t'habiller de ces vêtements. C'est la même chose. C'est-à-dire que vous voulez faire quelque chose avec les gens, associez-les. Mettez-les assis. Mais on a dit le Conseil des ministres en erreur. Voilà, ils ont même cité dans la directive, dans le décret qui a été pris, on dit, après concertation avec les établissements privés. Vous comprenez? À l'époque, encore, il n'y avait pas encore plusieurs associations. Il y avait une seule association, c'était le président. La DPS. La DPS. Je suis le président jusqu'à ce jour. Je n'ai jamais été consulté. Et je pouvais même apporter. Vous savez ce qu'on nous dit ici là. Ailleurs, les gens me payent pour ça. Ce que je nous dis ici là. On me paye pour que je puisse le dire. Et quand je viens au ministère, je ne demande pas de l'argent. Je dis, je veux accompagner. Vous comprenez un peu? Donc quand ils sont allés aux assises de l'évaluation du LMD, ok, à Boycon. Après, j'ai demandé, mais le résultat, ça a donné quoi? On n'a pas, aujourd'hui, le compte rendu jusqu'à aujourd'hui. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que... c'est bloqué où? Même un petit... Non, parce que, vous savez... Mais comment vous pouvez faire, en fait, un diagnostic sans appeler des experts pour faire un état des lieux correct, pour faire des propositions? Parce que quand on dit évaluer, là, c'est pour prendre des décisions, c'est pour avoir un chronogramme, c'est pour avoir... vous comprenez? Et sur la Côte d'Ivoire, quand nous allons faire le travail, ça a donné l'analyse sur la finalité de la justification du programme d'appui à la modernisation et à la réforme des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Près de 500 milliards que... quand ils ont après que c'est que tout. Donc, ça permet en réalité après de pouvoir organiser des assises pour convaincre le gouvernement. Et au Sénégal, ils ont organisé également la même chose. Ils ont fait les assises et c'est le président de la République qui est arrivé pour dire voici mon orientation. Vous voyez le programme d'appui du gouvernement. C'est un bon plan. Le programme d'action du gouvernement, excusez-moi, c'est un bon plan. C'est comment on va faire pour que les universités publiques et privées puissent soutenir l'innovation. C'est comment on va faire pour que nous soyons capables de créer les cadres. Donc c'est quelque chose qui doit prendre en compte ces grandes orientations, ces piliers, pour les décliner en termes de formation, en termes d'organisation, pour que nous puissions aller au Bénin révéler qu'ils puissent atteindre les objectifs de 500 000 emplois que nous souhaitons pour nos jeunes diplômés. Vous proposez quoi finalement? On va changer de sujet sur la question de l'organisation de ces examens. Vous y participerez, vos étudiants iront. Qu'est-ce que vous demandez à l'État? Puisque vous avez parlé tout à l'heure de dialogue pour qu'on puisse passer à... Donc, ce qu'on propose, il faut dissocier un peu les choses. Vous avez les établissements qui ont des diplômes reconnus au niveau international. On ne peut pas leur demander de venir faire des diplômes qui ne sont pas reconnus au niveau national. Première chose, parce que c'est pour la mobilité, les partenariats qu'ils ont, les conventions internationales qu'ils ont, tout ça là est à l'eau. Alors qu'aujourd'hui, on parle facilement. Moi, je suis membre associé de la chaire UNESCO de l'Université de Bordeaux. Vous savez ce qu'on appelle être membre associé d'une chaire UNESCO? Le président de mon conseil scientifique est le président du réseau mondial des chaires UNESCO, qui est le président du conseil scientifique de l'Institut Serco. Je ne suis pas sûr que l'université même d'abord soit capable de déplacer le président du réseau mondial des chaires UNESCO. Ça veut dire qu'il y a des établissements, pour leur crédit, les gens ne viennent pas pour notre argent, ils viennent parce qu'il y a des choses qui se font. Et il y a des établissements qui ont développé quelque chose qui est un exemple. Le Sénégal aujourd'hui m'a donné des terres à Diamniadio pour que je puisse installer mon école. Au Sénégal, à Diamniadio. La semaine dernière, le ministre m'a dit il faut venir. Vous comprenez? Et le ministre burkinabé a dit la semaine dernière, il faut que tu arrives. Je dis, je ne vais pas venir vendredi, j'ai quelque chose, je dois venir à cause de l'émission. Je vous dis quoi? Que concrètement, les examens pour les établissements qui ont leur diplôme reconnu par le Cameroun ne sert à rien de réinventer la roue. Ces diplômes-là sont des diplômes reconnus. Maintenant, pour les établissements qui, avant passaient le BTS, et qui ne sont pas aux normes dont le ministère a parlé. Les 52 non, les 110 là. 110, parce qu'il y a 162 écoles. Les 110 là, oui. Ces 110 là, normalement, ok, eux, ils n'ont pas de diplôme habilité. Ça veut dire qu'on peut faire, comme je l'ai dit, le conventionnement ou bien la cohabilitation avec eux. Et là, ça va être sous le sceau, non pas du ministère. Parce que le ministère n'a pas capacité pour signer de diplôme. Le ministère ne peut pas porter un diplôme. Un diplôme doit être forcément porté par une université. Et ça, mais il y a des intellectuels dans notre pays. Il y a des professeurs, des titulaires et tout.
Ils savent qu'il n'y a pas de diplôme national, c'est terminé. C'est les diplômes d'université. Et donc, soit c'est l'université d'abord qu'on va choisir, soit c'est l'université de Parakou qui a une formation. Et ensemble, en fait, c'est fait le jury. Ok? Puisque un diplôme, en fait, porte un jury. Un diplôme, c'est un ensemble de choses, c'est des normes qu'il faut pouvoir respecter. Et donc, ceux-là peuvent être soumis, ok, à ce que je peux appeler un examen, mais qui n'est pas vu de la même manière. C'est un examen qui doit intégrer des crédits. Et on peut s'entendre en fait pour trouver le mécanisme. Et je prie en fait les autorités du ministère de nous appeler. Nous ne sommes pas des apatrides. Quelqu'un qui a créé une école, l'ISM Adonaï, regardez les infrastructures qu'il a mises en place. C'est des milliards. Allez à l'investissement. J'ai dit d'autres, il y a beaucoup d'autres écoles en fait qui ont fait des investissements importants. Et j'ai dit, vous avez beaucoup d'autres écoles. Ces écoles-là, on ne peut pas les mélanger avec les écoles ou qui sont avec des mini-bars, des autres et tout, que le ministère a autorisé. Et que normalement, les cadres qui ont autorisé ces écoles devraient être sanctionnés. Et donc, c'est là, en fait. Donc, aujourd'hui, on regroupe tout le monde, on met tout le monde ensemble et on dit examen national. Je dis que c'est sans base juridique. Et quand je le dis, je suis droit dans mes bottes. Et je le dis souvent, les arrêtés qu'eux-mêmes, ils ont conçus et qui sont valables, qui ne sont pas autres et tout. Et donc, vraiment, mettons la balle à terre. Justement, finalement, oui. Si le ministère éventuellement persistait et disait qu'en août prochain, les examens de fin d'année vont se tenir pour les licences et masters, qu'est-ce que vous comptez faire? Non, nous, on ne va rien faire. Moi, personnellement, je ne vais rien faire. Moi, je vais observer. Vous savez, moi, je vais présenter vos étudiants. Non, vous savez, mes étudiants, ok, d'abord, n'ont pas fini leur formation. Mes étudiants, moi, je fais les soutenances chaque année. C'est des enseignants que j'appelle de la France, des États-Unis, du Canada qui viennent. Moi-même, je n'évalue pas mes étudiants. Vous comprenez, les soutenances, c'est toujours public et tout le monde le sait au Bénin. Et on le fait au Bénin, au Burkina, c'est vraiment de façon itinérante, on fait et autres et tout. Donc, moi, je ne peux pas fournir le semestre 6. Mieux, aucun établissement sérieux ne peut le faire. Et ce que nous disons, c'est qu'un examen doit être, ça veut dire que c'est, ça doit être rattaché à un élément conçu d'unité d'enseignement. Un examen doit être rattaché à une unité d'enseignement. Vous comprenez un peu? C'est vraiment fondamental. Dans le LMD, c'est acquis et n'importe qui, le président Talon peut demander à n'importe quel individu, ok, qui connaît un peu le LMD pour lui dire comment on valide, c'est un système de crédit, c'est simple, ce n'est pas quelque chose que Kabouchichi invente. Vous voyez un peu? Donc moi je prie le ministère de nous appeler, ok, et qu'on puisse s'asseoir en des gens responsables, des gens qui sont capables de réflexion, qui sont capables de proposition et qui vont donner une porte de sortie. Moi j'ai envie vraiment que ma soeur puisse vraiment trouver une porte de sortie avec nous. On ne peut pas être contre elle. On ne peut pas être contre elle. C'est une dame tellement charmante, tellement tout qu'on ne peut pas être contre elle. Moi je pense que elle sait que je ne peux pas lui vouloir du mal. Elle sait que je ne peux que vouloir du mal de notre pays parce que mon engagement est sans faille. Quand je vais en Côte d'Ivoire, je suis pour que l'Afrique gagne. Je ne suis pas pour... Vous savez, moi je peux faire mon école ici. Hein. C'est pas un problème. Vous comprenez? Je peux faire mon école ici, c'est pas un problème. Mais il y a des écoles en Côte d'Ivoire, il y en a dans d'autres pays, il y a d'autres pays qui m'invitent. Vous comprenez? Mais j'apprends aujourd'hui à des gens à monter des ordinateurs, on va faire les téléphones qui parlent le Wolof, on va lancer ça en janvier prochain. Vous comprenez un peu? J'ai mis en place une usine d'assemblage d'ordinateurs en Côte d'Ivoire, le vice-président viendra inaugurer dans quelques mois. Donc vous voyez, donc il y a des choses que nous faisons. Et si le président veut mettre en place la cité de l'innovation du savoir et mettre des ressources dedans, c'est important en fait qu'il y ait des exemples concrets africains, ok, et qu'on puisse soutenir l'université d'Abomey-Calavi à avoir des laboratoires corrects de manière à ce qu'on puisse aller à l'innovation, parce que tout le problème, c'est que l'école aujourd'hui doit se réinventer. C'est quoi? Nous on dit que l'école ne doit pas être ce qu'elle est aujourd'hui. L'école doit devenir école, usine, incubateur. L'école pour former, l'incubateur pour transformer les idées des jeunes, du moins en produits, en services, et l'usine pour diffuser en quantité industrielle. Ce dont l'Afrique a besoin aujourd'hui, c'est des écoles qui sont capables de production et de transformation. D'accord. On vous aura donc entendu. On va changer de registre pour les quelques minutes qui nous restent. Justement, de la politique. Patrice Talon gère le pays depuis, disons, plus d'un an. Vous, quel est le regard que vous portez de façon générale? On sait que le domaine de l'enseignement, c'est votre... Vous en avez longuement parlé, on ne vous attend pas forcément encore sur ce point. Sur le plan politique, économique et social, quel regard, appréciation faites-vous, Alain Kabouchichi? Bon, moi je pense que le président de la vision, moi, vous savez, je parcours tout le temps le programme d'action du gouvernement. Et je vois que si on fait les choses un peu dans la concertation, si on fait les choses en associant, si on fait les choses, parce que, vous savez, les réformes, si on les fait
contre les gens, et les gens ont l'impression que ils vont marquer de l'opposition. Vous comprenez? Et moi, j'étais au Niger, quelqu'un m'a donné l'exemple pour dire que le petit qui ne sait pas traire la vache, est capable de renverser tout au moins la calebasse de la vache et du lait quand c'est autre et tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez vouloir faire des bonnes choses, mais rassembler. Je pense que le président a envie de bien faire. Et je crois également qu'il y a la possibilité en fait que les Béninois ensemble en fait on se mette pour le soutenir parce que sa réussite sera notre réussite à tout. L'enseignement supérieur pour le capital humain, pour la modernisation, doit jouer un rôle fondamental. Quand on a parlé de la cité du savoir, je suis le premier et autres et tout. Mais quand j'ai fait le pas pour aller voir madame qui s'occupe de l'innovation, je lui ai montré autres et tout. Après, je n'ai plus d'appel, donc j'ai compris que, alors que moi je suis installé en zone franche, par exemple en Côte d'Ivoire, et qu'on me fait la cour et que l'État me donnait 1,4 milliard, je dis, je peux moi investir dans ce autre et tout, mais après, je n'ai plus ça. Donc je pense aussi qu'il faut associer tous les acteurs. Et il va réussir brillamment parce que la vision est bonne, le système de management est un certain nombre de choses, donc vraiment faire tout possible pour qu'on puisse rassembler, pour que nous puissions aller de l'avant. Voilà. Parlons justement de la gestion. Il y a quand même beaucoup de griefs qui lui sont portés, et lui et son gouvernement. La question de l'emploi des jeunes, par exemple, quel regard portez-vous sur cette question-là, sous le régime Talon, puisqu'à côté, on voit qu'il y a quand même des réformes qui sont engagées, on voit des structures que le gouvernement a estimées non productives, qui sont en train d'être fermées, mutées et autres, des licenciements par-ci, par-là. Quelle analyse faites-vous de tout ça? Bon, quand moi j'ai entendu parler de 500 emplois, j'ai sauté d'abord. Mais 500 000 emplois. Mais je vous ai dit tout à l'heure que j'ai travaillé sur le programme d'appui à l'enseignement supérieur pour les 10 prochaines années pour l'UEMOA. Donc quand vous avez la prospective au niveau de l'UEMOA, vous avez la prospective du Sénégal, vous avez la prospective du Bénin, vous avez la prospective, les projections en fait de la Côte d'Ivoire, etc. Donc je peux parler un peu de l'état des lieux. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, on ne peut pas créer 500 000 emplois sans opérer une transformation au niveau de l'université. Pourquoi? Parce que c'est la modernisation. Vous savez, nous avons un système aujourd'hui qui... Vous avez un secteur informel, qui prend en compte 80%, 90% pratiquement donc, de l'emploi, donc de l'économie, j'allais dire. Et les pays qui ont compris comment ça fonctionne, forment les jeunes en fait pour pouvoir accompagner la bonne dame en fait qui est à Dantokpa, comment elle va faire aujourd'hui, ils vendent avec du WhatsApp, ils font un certain nombre de choses et tout. Donc il faut de façon vraiment organisée accompagner l'université pour changer d'abord la manière d'enseigner. Les pédagogies, qui sont issues en fait des cours magistraux qu'on doit et tout, il faut finir avec ça. Il faut la pédagogie par projet, la pédagogie active. Et c'est ce qui a été adopté dans le cadre du PAES 2. Et c'est ce que j'ai recommandé, qui a été adopté par l'ensemble des acteurs dans les pays. Au Sénégal, j'étais devant près de 150 professeurs. En Côte d'Ivoire, je suis arrivé au Bénin et autres et tout. Je suis allé partout. Et cette pédagogie-là, c'est une forme en fait qui permet à l'étudiant de ne pas être évalué comme on dit et autres et tout. L'évaluation, vous savez, dans le monde, tout le monde a sa chance. Tout le monde, ça dit que je sois zémédian ou bien autre et tout, je dois pouvoir contribuer à quelque chose. Je dois être fier même de ce que je fais, mais je dois correctement le faire. Et donc, l'idée, c'est de préparer l'enfant à pouvoir résoudre des problèmes dans sa communauté. Et donc, changer totalement la manière de concevoir. Et je crois que le recteur de l'université de Montcalavi a fait un travail formidable. Quand il a mis en place l'incubateur, il a mis en place le CPA qui forme aujourd'hui à la pédagogie. Aujourd'hui, vous avez à peine 1% des enseignants qui sont formés à la pédagogie. Au niveau de l'université, il faut pouvoir les accompagner et je crois que le recteur a une bonne orientation et il faut accompagner tout ça et accompagner les acteurs pour que nous puissions organiser les assises de l'enseignement supérieur parce que c'est l'enseignement supérieur et la recherche, l'innovation qui vont faire que non seulement nous allons créer les emplois, mais les emplois durables parce que quand on parle d'emploi, il y a une dynamique au niveau de l'emploi aussi qu'il faut pouvoir prendre en compte. Le numérique peut jouer un grand rôle. Bon, vous allez dire que je suis docteur en informatique, donc et tout, mais je pense que nous avons tout pour réussir ça. Mais il faut que ça soit décliné et que les acteurs à la base aussi comprennent cette vision-là pour une adhésion, pour que ça puisse fonctionner. Et justement, votre appréciation n'est-elle pas élitiste? Parce que dans le programme d'action du gouvernement, on nous parle quand même des logements sociaux où le gouvernement espère créer beaucoup d'emplois, mais vous, ensemble,
on vous voit vous intéresser à l'université. Est-ce que votre appréciation n'est pas beaucoup plus élitiste, alors que selon les explications qu'on nous fournit, il y aura les logements sociaux, on va tirer beaucoup de travaux, beaucoup d'emplois seront donc créés afin d'atteindre l'objectif de 500 000. Oui, non, quand je parle en fait de la réforme au niveau de l'université, ça concerne aussi de la base jusqu'à l'université. Vous savez, il y a des pays aujourd'hui où on ne classe même plus en classe les étudiants, les élèves. C'est-à-dire qu'avant, on dit je suis premier, on est en compétition. Mais on est en compétition avec qui? Vous comprenez? Ce n'est pas les premiers qui arrivent à la fin, c'est l'enfant qui fait le dessin à sa place. C'est pourquoi aujourd'hui, on dit quelle est la compétence que l'enfant a. Et donc, dans les pays, tous les pays développés aujourd'hui, les gens mettre plutôt des A, B, C, etc. et tout pour que l'enfant ne se dise pas je n'ai pas de potentiel, parce que tout le monde, là, que l'artisan, aujourd'hui la couture industrielle gagne des milliards, le styliste en fait gagne de l'argent plus que celui qui est quand il est dans la fonction publique. Vous comprenez un peu, le menuisier, si c'est bien, tout à sa place. Donc l'idée c'est comment on fait pour aller à la qualité. Et il y a la possibilité d'y arriver, okay, en prenant en compte tous les secteurs, en ne rejetant personne, parce qu'aujourd'hui vous avez vraiment des abandons massifs. C'est-à-dire que sur 100 enfants qui arrivent, qui rentrent au CI au Bénin, vous avez seulement 6 ou 7 qui vont à l'université. C'est-à-dire qu'entre le CI et l'université, vous avez une dépression. Et le problème, le drame, c'est que comme on a fait les examens, on a fait des examens l'élitisme. C'est-à-dire, bon, j'ai réussi au BPC, j'ai réussi au bac, et puis celui qui n'a pas réussi, c'est lui qui dit qu'il ne sait à rien du tout. Alors qu'il a sa place, même s'il veut aller faire vulgarisateur, il a la possibilité d'étudier les équipements modernes et contribuer. Aujourd'hui, quand vous cherchez un comptable, vous avez 10 000 qui se présentent. Quand vous cherchez un bon carreleur, un bon chauffeur, vous n'en avez pas. Et c'est ça le drame de notre pays. D'accord. Vous allez conclure juste en 30 secondes, puisque nous avons épuisé, en nous disant juste un mot sur comment se porte le CERCO aujourd'hui, l'Institut CERCO. Le groupe CERCO se porte bien. Vous allez profiter pour conclure. Le groupe CERCO se porte bien. Et je voulais vraiment... On a constaté que le secondaire a disparu. Oui, parce que nous avons vu qu'il y avait des besoins à l'époque. Maintenant, il n'y en a plus. Donc pour nous, c'est l'enseignement supérieur, la recherche. Nous produisons beaucoup. Ok. Vous avez aujourd'hui au groupe CERCO, j'ai au moins 22 personnes à qui j'ai donné des bourses pour faire leur doctorat. On a 3 qui ont déjà soutenu leur thèse de doctorat. Il y a une même qui a été recrutée à l'université de Parakou. Donc, ça vous dit, c'est le groupe CERCO qui a donné les bourses. Vous voyez un peu. Donc, quand on dit les privés ne font rien, ok, nous faisons des choses. Mais en dehors de ça, nous avons aujourd'hui des projets, en tout cas de façon concrète, en fait, pour que l'université soit centre de production. C'est pourquoi on dit école, usine, incubateur. Et en Côte d'Ivoire, ce modèle-là est mis en place. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, j'installe, même dans les universités, j'ai déjà installé, même à l'intérieur de l'université Félix Houphouët-Boigny, un centre de production et de coproduction, où vous avez des imprimantes 3D, des découpes, là, des imprimantes, des fraiseuses numériques, je veux fabriquer cette table, j'ai des équipements pour pouvoir le faire de façon automatique. Et donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à construire quelque chose qui puisse permettre à nos jeunes d'avoir de l'emploi, mais aussi à l'Afrique, en fait, d'étonner le monde et de pouvoir amener son innovation et sa recherche pour gagner, pour montrer que nous sommes capables également de réflexion dans nos pays. Merci. Oui. Merci à vous, docteur Alain Kapochichi. Je rappelle que vous êtes donc maître assistant du CAMES, docteur en sciences de l'information et de la communication. On vous aura entendu sur cette émission de Zone Franche. Pour vous, les privés font beaucoup. Vous rejetez donc qu'on puisse jeter de l'opprobre sur les établissements privés d'enseignement supérieur. Vous n'êtes pas contre l'organisation des examens pour les étudiants en année de licence et de master. Vous l'avez donc martelé. Cependant, il ne faudrait donc pas tout mélanger, comme vous l'avez signifié, c'est-à-dire exiger les mêmes compositions, disons le même examen à toutes les universités, à tous les établissements privés. Vous n'êtes donc pas de la même catégorie, avez-vous souligné. Patrice Talon de la Vision, vous l'avez également martelé, Alain Kapochichi, il peut bel et bien atteindre les 500 000 emplois à l'horizon 2021, à condition, disons, de faire quelques réajustements. Vous avez fait également vos propositions parlant, disons, de la transformation de l'enseignement au niveau de l'université. Et puis, à vous, à Madame la ministre, vous avez signifié que c'est votre sœur, vous ne le voulez donc pas du mal. Beaucoup de personnes vous ont sans doute dénigré à son égard et vous restez donc ouvert pour qu'on puisse donc trouver une solution afin que, disons, l'enseignement supérieur soit davantage modernisé. Merci à vous d'être passé, Alain Kapochichi. Merci, Christian Dalégan. Merci, Landry. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Voilà, à dimanche prochain.